direct. Donc c'est vrai que le message premier que nous allons adresser aux Français, c'est de dire que nous ne sommes pas simplement face à une crise, mais à un véritable changement d'époque, et que ce qu'il y a derrière cela pour nous, c'est d'imaginer un nouveau modèle de croissance et naturellement des enjeux majeurs pour la gouvernance européenne et le message de l'Europe dans le monde. Je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls parmi les responsables politiques à tenir ce discours. L'extrême droite, vous le savez les uns comme les autres, est cantonnée dans un discours qui est extrêmement rabougri, partant de l'idée que de toute façon l'euro ne servait à rien et qu'il fallait revenir au franc, formule d'ailleurs dont chacun a compris combien elle était irresponsable et suicidaire pour notre pays. Le Front National n'est absolument pas en situation aujourd'hui de proposer un schéma alternatif. Quant au Parti socialiste, je suis obligé de dire qu'il avait, avant les déclarations de ces 3 ou 4 dernières semaines, quelque légitimité à dire son point de vue sur la question. Or, ce qui s'est passé depuis ces dernières semaines nous a profondément troublés, pour ne pas dire choqués. Et nous avons été un certain nombre à monter au créneau pour dire notre indignation devant des propos répétés, extrêmement injurieux de la part de personnalités de premier rang du Parti socialiste, M. Le Guen, M. Moscovici, M. Drey, il y a encore quelques jours, parlant en des termes extrêmement injurieux de la France et de l'Allemagne. Les comparaisons entre le sommet de Strasbourg d'il y a quelques jours et la conférence dramatique de Munich de 1938, l'allusion au terme Bismarck et bismarckien pour parler de l'Allemagne d'aujourd'hui, plus la formule utilisée, je crois, par M. Drey il y a 3 jours, évoquant à propos de ce qui a été mis en œuvre par la France aux côtés de l'Allemagne, faisant la comparaison avec le sabordage de la flotte de Merselkebir, c'est vous dire combien ces amalgames, au-delà de leur caractère lamentable, nous choquent profondément parce que nous ne tolérerons pas dans ce domaine qu'ils soient banalisés. Et ce pour une raison simple. Banaliser des propos comme cela, c'est en réalité tolérer de la part de la gauche des propos qui viennent à l'évidence mettre en cause le lien majeur qui doit exister entre la France et l'Allemagne. Et je peux comprendre qu'un certain nombre de nos amis allemands aient été choqués en entendant ces propos. Je dois vous dire, et je vous dis, Ursula, de la même manière, que nous sommes tous montés au créneau pour dire que ces propos étaient inacceptables. J'ajoute que la journée d'hier, certes, était consacrée à Paris aux conclusions que vous savez entre M. Sarkozy et Mme Merkel, mais aussi à un voyage à Berlin de M. Hollande, dont je dois dire que du point de vue du bilan, il a marqué 2 choses. La première, c'est que M. Hollande n'a absolument jamais désavoué les propos germanophobes de ses amis, et que deuxièmement, il a passé la journée avec des socialistes allemands, dont je veux rappeler qu'eux ont voté la règle d'or sans hésiter un instant, comme d'ailleurs les socialistes espagnols l'avaient fait avant eux. Autant dire que nous sommes très loin de tout cela pour ce qui concerne le Parti socialiste français. Dans ce contexte, je voudrais vous dire un mot de l'esprit dans lequel nous avons conçu cette convention avec Bruno Le Maire et l'ensemble de nos amis. Il y a en réalité, nous avons voulu donner 2 dimensions. La première, c'est une dimension européenne. La seconde, c'est une réflexion sur la place de la France en Europe, dans le monde. Et nous avons vraiment souhaité que ces 2 aspects soient évoqués. Le premier sur la question de l'Europe. C'est évidemment absolument essentiel. On va y revenir à plusieurs reprises dans cette convention. Je voudrais sur ce point vous dire 2 choses importantes. La première, c'est que le prochain quinquennat sera, quoi qu'il arrive, le quinquennat d'une nouvelle gouvernance en Europe. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Nous savons les uns et les autres qu'il faut remettre sur la table un certain nombre de règles de fonctionnement, si possible à 27, mais à tout le moins à 17, c'est-à-dire les pays membres de la zone euro, parce qu'on a vu à la faveur de cette crise que les responsables politiques ne peuvent pas être à ce point démunis en termes de moyens institutionnels pour faire face à des crises aussi graves que celles que nous traversons. Deuxième élément, il nous faut avoir une réflexion avec les citoyens sur quelle place pour l'Europe, quelle mission pour l'Europe demain. Et je vois en particulier tout l'intérêt du débat qui tient à la question de la réciprocité. La taxe relative à la réciprocité, l'idée que autour des frontières européennes, il y ait cette idée que l'Europe est un continent, une puissance économique, une puissance politique, et qu'elle doit faire évidemment jeu égal avec les autres grandes régions du monde.
On ne peut pas d'un côté s'inquiéter des dangers de la mondialisation et de l'autre faire comme si l'Europe se dédiait à être une vaste plateforme qui accueillait absolument tout ce qui vient du reste du monde sans aucun contrôle et surtout sans aucune réciprocité. Tout cela n'a aucun sens et cela a d'autant moins de sens que je préfère dire tout de suite que les États-Unis, les grands pays d'Asie ont eux-mêmes organisé leurs propres conditions d'accès à leur marché, sans que cela n'émeuve personne. Je ne vois donc vraiment pas au nom de quoi nous serions dans cette affaire dans une situation de scrupule mal placée, alors qu'il s'agit d'abord pour nous de protéger 450 millions de citoyens qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes au service d'une Europe forte, prospère et qui retrouve naturellement le chemin de la croissance. Donc ce premier rendez-vous sur l'Europe va naturellement tourner autour d'une nouvelle gouvernance, autour de mesures fortes qui nous amèneront à parler des grandes politiques sectorielles de l'Europe. La politique agricole, la politique énergétique, la politique verte, la politique médicale, tout ce qui fait les grandes filières qui incarnent l'excellence européenne et vous l'avez compris aussi, pardon chère Ursula, l'excellence française. Parce que lorsque j'évoquais tout à l'heure cette idée du Made in France aux côtés du Made in Germany, c'est parce qu'en vérité, il est très intéressant pour nous de regarder ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Il y a là bien des exemples à suivre d'un pays, de la part d'un pays, le vôtre, qui a réussi à trouver une dynamique économique à travers le choix d'une croissance faite sur l'investissement, l'innovation, la qualité des produits et l'exportation vers les pays émergents, avec un réseau de PME beaucoup plus important en taille et en nombre que les nôtres, aux côtés de leurs grandes entreprises. Eh bien, il y a là, pour nous, des pistes remarquables sur lesquelles on peut naturellement se mettre en mouvement, avec, pour les Français, de vraies perspectives en termes d'emploi et en termes de pouvoir d'achat, ce qui est naturellement, dans cette période de crise, pour nous, une clé absolument majeure. Ça m'amène évidemment, de la même façon, à vous dire un mot de ce qui relève du point de vue économique de l'importance de la notion de produire en France. Et il y a quelques jours, François Bayrou a eu un développement intéressant, même si pour ma part je ne le partage pas totalement, autour du thème « Il faut inviter les Français à consommer français ». Je pense que cette formule est moins pertinente que celle qui consiste à dire « produire en France ». Parce que les Français, ils sont comme n'importe quel consommateur, ils vont acheter ce qu'il y a de moins cher, en rapport qualité-prix. Il faut donc que nos produits soient en rapport qualité-prix les meilleurs et les plus accessibles en termes de coûts. Donc pour nous, le vrai sujet, c'est un sujet d'offre avant d'être un sujet de demande. Alors cela m'amène donc à vous dire un mot maintenant de ce qui relève du rôle de la France en Europe par rapport à notre vision du monde. Et je voudrais sur ce point vous dire la chose suivante. J'ai, comme beaucoup, suivi avec beaucoup d'intérêt le concept qui est développé par certaines personnalités, sous des formes différentes, mais assez proches en fait. Par exemple, M. Montebourg au Parti socialiste, Mme Le Pen au Front national, autour de la thématique de la démondialisation. Je fais ce lien, ce n'est pas tout à fait un hasard. Très étonné de voir parfois que dans certains domaines, ceux qui viennent nous donner des leçons toute la journée, alors que nous sommes extrêmement clairs par rapport à l'extrême droite, ne se privent pas eux-mêmes de tous les amalgames, même lorsqu'ils sont de l'autre côté de l'échiquier politique. La question de la démondialisation est typiquement la manière d'inviter les Français à fermer les yeux sur la réalité. Et je voudrais sur ce point vous dire que nous allons devoir, au long de cette campagne, avoir un débat très courageux et très volontaire sur la question de la mondialisation. Jamais personne dans notre famille politique n'a eu un regard béat devant la question de la mondialisation. On est les uns et les autres amenés à voyager, à être conscients de ce qui se passe dans le vaste monde, et il ne s'agit pas d'expliquer qu'à l'extérieur tout est merveilleux et que nous n'avons qu'à ouvrir nos bras et que tout se passera très bien. La mondialisation, c'est des opportunités fantastiques de croissance, d'emploi, d'innovation, d'exemples et de bonnes pratiques dont on peut s'inspirer, mais c'est aussi des dangers que chacun connaît et chacun comprend. Et il y a évidemment pour nous une exigence de très grande vigilance, parce que dans la mondialisation, il y a des dérives de toute nature qui pour nous ne sont pas acceptables. Dérives du point de vue social, dérives du point de vue économique, dérives aussi du point de vue des grandes fraudes et des grandes filières mafieuses qui traversent le monde dans tous les domaines et qui pour nous sont évidemment absolument inacceptables. C'est la raison pour laquelle nous aurons, à l'occasion de cette convention, un discours très clair sur la question des enjeux de la mondialisation et de la manière de se protéger des dangers de la mondialisation. Enfin, et je voudrais dire ce dernier point, le rôle qui est le nôtre
est de veiller à ce que la France continue, à l'image de ce qu'a été engagé par le président de la République, à exprimer la voix à la fois singulière et universelle qui est celle de notre pays depuis bien longtemps. Nous l'avons vu lorsque est arrivé ce que l'on a appelé le printemps arabe, même si chaque pays a sa diversité dans le domaine, et comment la France a pris un certain nombre d'initiatives. Je pense en particulier à l'initiative du président de la République à ce qui s'est passé en Libye, ce qui, je le dis au passage, rappelle combien est indispensable le fait de conserver un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, confère ce qu'aurait été l'Irak ou la Libye ou bien encore la Côte d'Ivoire. Mais je vois bien aussi à travers tout cela les rendez-vous qui sont les nôtres et combien la France doit être en initiative avec nos amis allemands sur la réflexion en termes de gouvernance mondiale. L'idée par exemple de fusionner le G8 et le G20, l'idée d'avoir une réflexion sur une instance de gouvernance mondiale. Est-ce que ça doit être le Conseil de sécurité de l'ONU transformé? Est-ce que ça doit être une autre formule? Peu importe, il faut en débattre en tout cas, qui ne soit pas une formule une instance informelle comme le G20, mais une instance formelle où on dit le droit et où on est capable, dans le domaine, dans le domaine environnemental, dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine financier, comme on le fait aujourd'hui dans le domaine diplomatique, d'édicter des normes, de prendre des résolutions lorsque le monde a besoin que les responsables politiques décident pour l'organisation du monde de demain. Donc on voit bien qu'il y a là des rendez-vous absolument essentiels sur lesquels nous allons travailler dans la perspective du prochain quinquennat. Et je n'oublie pas naturellement dans tout ça ce qui relève évidemment de la politique de défense, cher Gérard Longuet qui nous a rejoints et que je salue. La défense nationale est évidemment un élément, la politique de défense nationale, un élément clé qui permet à la France d'exprimer avec force sa voix en Europe et dans le monde. Cela signifie pour nous la définition d'une stratégie diplomatique, mais aussi industrielle, qui soit ambitieuse. Vous le voyez, il y a à travers tout cela des enjeux absolument majeurs pour notre pays. Et je veux le dire ici, contrairement à ce que l'on raconte parfois, les Français sont très sensibles aux questions européennes et internationales. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que ce sont des sujets dont le peuple français doit être exclu. Nous avions ce matin même avec Alain Juppé un petit échange de réflexion sur ce que l'on vit aujourd'hui. Et je voudrais sur ce point vous dire combien je pense que les Français sont très en attente de voir ce que vont dire les grands dirigeants politiques de notre pays, qu'ils soient de gauche ou de droite, dans la perspective des mois et des années que nous allons vivre. Et de ce point de vue, je voudrais vous rendre attentif au fait que celles et ceux qui parmi nous auront le courage de parler d'Europe et d'en parler avec force, en montrant de manière très concrète comment les avancées institutionnelles doivent permettre de prendre des décisions courageuses pour les années qui viennent, l'emporteront à l'évidence dans l'estime et la considération de nos compatriotes. N'oublions jamais qu'en 2005, les Français ont voté non à la Constitution européenne. Ce rendez-vous a évidemment marqué toutes celles et ceux qui, dans notre famille politique, et j'en suis, sont profondément engagés au service de l'Europe. Nous ne devons jamais perdre de vue dans les discussions qui sont les nôtres ce que pensent nos concitoyens et ce qu'ils attendent pour l'avenir. C'est évidemment pour notre famille politique un enjeu absolument majeur. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire notre convention et je vais maintenant passer la parole à notre hôte, Ursula, en la remerciant encore de sa présence aujourd'hui et en lui disant combien nous sommes très heureux de la voir à nos côtés. C'est une manière pour nous de vous dire et de dire à travers vous à nos amis allemands combien pour nous l'amitié entre la France et l'Allemagne est quelque chose d'essentiel au sens étymologique du terme. Nos deux pays ont tellement souffert. Nos deux pays ont tellement souffert des épreuves, des tragédies de ces derniers siècles à travers l'affrontement de nos deux nations que nous voyons bien les uns comme les autres combien ce lien entre nous doit être indéfectible, incontestable, indissociable et que naturellement des circonstances aussi difficiles que celles que nous avons à affronter aujourd'hui commandent plus que jamais que nous en fassions la démonstration. Merci beaucoup. Merci Jean-François Copé. Nous accueillons Ursula von der Leyen, qui est ministre allemand du Travail et des Affaires sociales, en même temps que Gérard Longuet qui nous rejoint sur scène. Oui, merci, cher Jean-François Copé, cher Alain Juppé, cher Bruno Le Maire,
Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers co-européens, chères Mesdames et Messieurs, c'est un très grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui à votre Convention nationale à Paris. Et tout d'abord, j'ai le plaisir de vous transmettre les salutations de la présidente de notre parti, Angela Merkel. Il y a 5 jours que le président de la République, Nicolas Sarkozy, s'est adressé aux Français. Il s'est adressé aux Français sur la crise de la dette. Il a dit qu'il frappe l'Europe de plein fouet. Et ces derniers mois, ces dernières semaines, l'Europe a traversé des tempêtes relâchées par une méfiance contre l'avenir de l'Europe. Mes chères dames et messieurs, chers amis, cette crise est grave et elle va durer. Mais nous y avons résisté parce qu'une grande amitié a tenu. Cette amitié porte un nom, c'est l'amitié franco-allemande. Et nous pouvons être reconnaissants et fiers de cette amitié. C'est de cette grande amitié qu'est né le mouvement européen. C'était le projet de nos parents. C'était le projet des grands Européens, Schuman et Monnet, De Gaulle et Adenauer, Giscard d'Estaing et Kohl. Et aujourd'hui, c'est le projet de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Il est de notre devoir, dans notre génération, de ne pas gâcher ce projet. La France et l'Allemagne, ce sont, pour ainsi dire, les ventricules de l'Union européenne. Depuis 1963, depuis le traité de l'Élysée, nous coopérons étroitement dans tous les domaines politiques. Et, chers amis, franchement, nous, les Allemands, n'avons jamais oublié de quoi nous sortions. Mon père était marqué par des souvenirs d'enfance horribles pendant la guerre. Il avait un seul vœu, plus jamais une guerre en Europe. Et c'est pour ça qu'il a toujours veillé à ce que ses enfants apprennent le français. Pourquoi ? Parce qu'il était convaincu que si nous pouvions faire du commerce, si nous pouvions travailler ensemble, des amitiés allaient se créer. Il était convaincu, entre amis, on ne se tire pas les uns sur les autres. Et oui, l'Europe lui a donné raison. La coopération franco-allemande, chers amis, est unique au monde. Nous partageons les mêmes valeurs, la liberté, la libre concurrence, la responsabilité individuelle, la justice sociale et le progrès social. Et nous partageons la même passion pour l'Europe. Pourtant, l'Europe a toujours nécessité des efforts. Seule l'Europe des 500 millions de citoyens nous assure de l'influence et une participation dans ce monde qui s'est agrandi. Tout cela ne se va pas de soi. Regardez l'Asie. Regardez les pays émergents ambitieux qui élèvent la voix de plus en plus haut, et c'est leur droit. Là-bas, on court des valeurs et des règles qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Oui, au départ, l'Europe était une question de guerre ou de paix. Aujourd'hui, la question à trancher est: l'Europe demeure-t-elle unie ou se désintègre-t-elle ? La concurrence entre les diverses régions du monde est énorme. Elle va encore se durcir, pas s'affaiblir. L'Europe peut décider de se serrer les coudes pour les valeurs de l'Occident, pour la démocratie, pour l'état de droit, pour le pluralisme et l'économie sociale de marché. Si nous ne faisons pas
le chemin ensemble, chacun le fera séparément. Certains pays européens concluront d'autres alliances sous l'effet du déferlement de la concurrence. La concurrence entre les grandes régions du monde se jouera en Europe. Cela fragilisera notre continent. Il y a quelques jours, le président Obama a tenu un discours en Australie. En fait, c'était moins un discours qu'une feuille de route. Les États-Unis, voilà ce que le président a dit. Les États-Unis sont une puissance du Pacifique et nous sommes là pour rester. C'est avec cette phrase qu'Obama exprime ouvertement les nouveaux intérêts des États-Unis d'Amérique. Pour nous, chers amis, ça veut dire maintenir l'Europe soudée. Ça, c'est notre grande tâche politique. Et cette tâche, chers amis, il la faut accomplir maintenant. Ça, c'est notre devoir. Au point de vue économique aussi, l'Europe unie nous a apporté 60 ans de prospérité. Le marché commun et la monnaie unique sont et demeurent l'un des piliers primordiaux de notre réussite économique. Nos grandes entreprises coopèrent étroitement afin de renforcer leur compétitivité sur le marché mondial. La France est le partenaire commercial le plus important de l'Allemagne et vice-versa. La France et l'Allemagne ont échangé des marchandises d'une valeur de plus de 150 milliards d'euros au cours de l'année dernière. Nous sommes forts en Europe, cela ne fait aucun doute. Mais nous ne devons jamais oublier que si nous sommes forts, c'est grâce à l'euro et c'est grâce à l'Europe. Et toutefois, durant ces 10 dernières années, nous avons tous commis une faute cruciale en Europe. Nous avons outrepassé les bornes. Nous avons contracté les dettes à outrance. Et de plus, nous avons rompu des traités et abrogé des règles qui s'étaient montrées efficaces. Maastricht devait empêcher l'accumulation des dettes, c'est le contraire qui s'est produit. Après 10 ans, pendant lesquels nous avons massivement accumulé de la dette, nous avons besoin maintenant de 10 ans de réduction de la dette à long terme, sans relâche et socialement acceptable. Et chers amis, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont eu le grand mérite de réussir à convaincre les gouvernements européens d'adopter la voie inconfortable mais efficace de la discipline budgétaire. L'enjeu de cette dette n'est plus seulement notre Europe. Les dettes, ce sont des dépenses que nous effectuons aujourd'hui en promettant de les payer plus tard. C'est donc surtout aussi l'Europe de nos enfants et l'Europe de nos petits-enfants qui est en jeu. Nous savons tous que nous ne pouvons pas laisser jouer nos enfants sur des montagnes de dettes, mes chers amis. Si nous consolidons maintenant durablement notre dette, si nous tenons le coup en Europe, nous viendrons à bout de nos difficultés. Le président Sarkozy a appelé cela répondre à la crise par le travail, par l'effort et par la maîtrise de nos dépenses. Chers amis, cette voie est la seule possibilité de reconquérir la confiance en Europe. La confiance des investisseurs en Europe a été ébranlée. Ils ne font plus confiance aux États européens pour effectuer une gestion durable. Ils se demandent si cela vaut la peine d'investir en Europe, un continent en pleine mutation démographique.
Il faut que nous regagnions cette confiance et pour cela, des efforts doivent être entrepris de deux côtés du Rhin. L'Europe est un continent qui vieillit, je préfère dire un continent de longue vie. Au point de vue démographique, la France est en bien meilleure position que l'Allemagne. Vous avez beaucoup plus d'enfants que nous. Quelle grâce, chers amis! Mais ce n'est pas seulement une grâce. Ce n'est pas sans raison. En ce qui concerne les politiques de famille des familles, nous, les Allemands, nous avons encore beaucoup à apprendre de la France. Lorsque j'étais encore ministre de la Famille, j'étais toujours plein d'admiration pour la France. Et cela m'a aidé dans mon argumentation. Je pouvais montrer qu'en France, les femmes optaient tout naturellement pour des enfants et une carrière professionnelle, parce que les conditions générales le permettent, parce que la société voit cela d'un œil positif. Votre gouvernement vient aussi de créer des conditions nécessaires pour que les femmes puissent accéder aux postes les plus élevés, à la tête des entreprises cotées en bourse. Chapeau, chers Français. En Allemagne, nous avons encore des débats acharnés sur la question d'une quota de femmes dans les grands groupes, comme si ça sonnerait le déclin de l'Occident. Qu'avons-nous en Allemagne? Quelle expérience positive avons-nous à transmettre? Nous avons un faible taux de chômage des jeunes. La formation professionnelle réunit la formation scolaire et le travail pratique en entreprise et l'image de marque de notre économie sociale du marché. C'est bien la coopération entre les partenaires sociaux. Pendant la crise économique mondiale des années 2008 et 2009, cette coopération s'est révélée d'être une bénédiction. Nous avons travaillé ensemble pendant la crise. Nous avons pu maintenir le personnel précieux dans les entreprises parce que le dialogue avec les partenaires sociaux était bien établi. Tout ça allait vite, c'est-à-dire nous avons gagné du temps précieux. Et l'Allemagne a mené une série de réformes structurelles importantes au cours des 10 dernières années. Des réformes concernant le marché de l'emploi et des réformes dans le domaine des systèmes de protection sociale. Chers amis, ces réformes ne se sont pas faites sans problème. Il s'agissait de réformes douloureuses. Aujourd'hui, nous savons que ces décisions étaient les bonnes. Le gouvernement français a lui aussi lancé des réformes importantes pendant la législature actuelle. La réforme des retraites, l'assouplissement des 35 heures, la loi travail, emploi, pouvoir achat et la réforme de la formation professionnelle. Chers amis, ces dernières années, nous avons tous dû apprendre qu'on ne progressait pas en appliquant les vieilles maximes. Ce qui était bon dans les années 80 ou 90, ou du moins partait de bonnes intentions, par exemple la retraite à 60 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Parce que le monde change continuellement autour de nous, si ça nous plaît ou non, qu'on le veuille ou non. Et pendant cette crise, nous devons nous renouveler sans cesse si nous voulons conserver nos valeurs. Chers amis, la volonté absolue de défendre l'euro unit la France et l'Allemagne. L'euro est le symbole de la construction européenne. Si l'euro échoue, c'est l'avenir de toute l'Union européenne qui sera mis en jeu. Il ne s'agit plus seulement des banques ou des États, il y va de la prospérité de chaque Européen. Quelles sont les conséquences? Nicolas Sarkozy et Angela Merkel nous l'ont montré hier. Nous devons faire en sorte que les règles du pacte européen de stabilité et de croissance soient respectées.
L'Europe a besoin de plus de solidarité, oui, mais plus de solidarité exige plus de discipline. Nous devons créer une union fiscale. Nous devons faire le choix de la convergence. Si l'on veut une monnaie unique, on a aussi besoin d'une discipline monétaire commune. Nous devons animer le pacte pour l'euro plus en parlant du droit du travail et de l'harmonisation des systèmes fiscaux. Oui, je sais, chers amis, tout cela signifie moins de souveraineté pour chaque État. Oui, c'est peut-être une perte, mais cette perte subie individuellement par un État va être un profit énorme pour tous, pour l'Europe et pour chaque Européen. Ça, c'est notre avenir. Grâce à une Europe digne de confiance, grâce à une monnaie unique digne de confiance, grâce à un espace économique européen compétitif et grâce à une Europe sociale, stable. C'est là où on veut aller ensemble, chers amis. Ça, c'est le but. Ça, c'est notre vision. Je suis convaincue que nous aurons besoin de plus d'Europe à l'avenir. Je suis européenne de tout mon cœur. Je suis née à Bruxelles, où j'ai grandi. J'ai été scolarisée dans une école européenne. Pour moi, l'Europe a toujours été plus qu'une union d'États. C'était mon origine, mes racines. Mais j'ai réalisé ça notamment pendant les années que j'ai vécues comme Allemande, en dehors de l'Europe, aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, c'est à l'étranger que j'ai compris à quel point je suis européenne. Peut-être, ces dernières années, nous avons tous trop considéré que l'Europe allait de soi. Nous avons dilué la vision de l'Europe par des règlements sur les ampoules ou la courbure des concombres et d'autres choses de ce genre. La grande idée de l'Europe a disparu pour beaucoup de citoyens. Et c'est pour ça, chers amis, la France et l'Allemagne doivent enflammer à nouveau les Européens pour cette idée. Ça, c'est notre tâche. L'Europe doit offrir une perspective surtout aux jeunes. Si la peur de l'avenir, l'absence de perspective et le manque de considération menacent la jeune génération, cela aura l'effet d'un véritable poison qui détruira l'Europe. Il faut renouveler la promesse aux jeunes que l'Europe sait étudier, voyager et travailler librement. L'Europe, c'est plus de solidarité et plus de responsabilité. L'Europe, ça, c'est leur perspective. L'Europe, chers amis, c'est le cadre dans lequel nous pouvons réaliser et propager nos idéaux. L'UMP et la CDU luttent pour cette Europe. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel luttent pour cette Europe. Et la France et l'Allemagne luttent pour cette Europe. Parce que nous sommes tous convaincus que la famille, ça c'est mon cœur. La France et l'Allemagne, ce sont nos patries. Mais l'Europe, ça c'est notre avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ursula von der Leyen. Merci, Madame la Ministre.
Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous accompagner pour l'animation de cette convention. Et je vous présente Valérie Ronsson-Debord, que vous accueillez, s'il vous plaît, qui est parlementaire Bonsoir. de l'UMP. Bonsoir Valérie. On va rentrer dans le vif du sujet, les uns et les autres, si vous voulez bien. Et on va poser la première question. Vous connaissez la règle du jeu. Des militants sont là ce soir pour poser les questions que vous posez tous, certainement sur toutes ces thématiques. Et sont là pour poser des questions aux personnalités qui sont ici sur scène. Mesdames et messieurs, on va commencer avec une enseignante qui est avec nous. Sissi. On va commencer tout de suite, Valérie. Alors, en fait, on va commencer avec Stéphane Tiki. Stéphane. Oui, voilà, qui est étudiant, qui est également jeune populaire, voilà, qui est militant à l'UMP et qui a, je crois, une question intéressante forcément à nous poser. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, moi j'ai une question sur les échanges commerciaux. J'aimerais savoir, alors qu'aujourd'hui nous sommes en plein dans la mondialisation, comment est-ce que justement on peut être les champions d'échanges commerciaux alors qu'on doit faire face à la concurrence déloyale de la Chine et l'Inde, qui ont un coût du travail beaucoup plus faible que le nôtre et qui surtout n'ont pas les mêmes normes environnementales et les mêmes normes sociales. Merci. Vous répondez Nathalie Kosciusko-Morizet, Madame la Ministre, bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci à Ursula von der Leyen pour ce vibrant plaidoyer en faveur de l'Europe qui nous a tous enthousiasmés. Et pour que l'Europe soit forte, comme vous le demandez, l'Europe ne doit pas être naïve. On ne peut pas courir une course avec les uns qui ont des boulets aux pieds et les autres des baskets. Or, c'est un peu ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, notamment dans le domaine environnemental. Je prends un exemple très concret, l'acier. L'acier, on le produit en Europe sous des contraintes environnementales très fortes. Et en fait, du coup, on l'importe très souvent et on l'importe de pays qui n'ont pas les mêmes normes. Alors si nous réussissons, et c'est notre objectif, comme on le fait en ce moment à Durban, je serai tout à l'heure, demain, si nous réussissons à négocier des règles environnementales pour tout le monde, oui, à ce moment-là, le jeu est équilibré. Mais si nous ne réussissons pas, nous devons veiller à préserver notre compétitivité. C'est un problème économique, c'est un problème pour nos emplois, c'est aussi un problème environnemental. À quoi ça rimerait d'avoir des normes environnementales pour nous et du coup des usines qui partent ailleurs et nous renvoient des produits qui ont été fabriqués de manière polluante. C'est le sens de notre proposition que nous souhaitons devenir une proposition largement partagée au niveau européen d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Tout simplement compenser aux frontières de l'Europe nos exigences environnementales auxquelles nous tenons, mais qui pèsent sur nos entreprises en taxant certains produits qui viendraient de pays qui, eux, n'appliquent pas les mêmes normes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et malgré un emploi du temps très chargé, vous êtes venu partager cela avec nous quelques minutes. Merci beaucoup d'avoir fait ce passage avec nous dans la Convention. Je voudrais laisser la parole, cette fois, à une enseignante qui est avec nous. C'est Laurence Touin. Laurence est avec nous. Bonsoir. Vous arrivez, on va vous passer un micro. Allez-y, vous pouvez rester assise comme vous voulez. Soyez à l'aise. Laurence, vous arrivez juste de cours, j'imagine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'aimerais poser... Pardon. Vous êtes enseignante en histoire et géo. Voilà, je suis enseignante en histoire-géographie. Alors moi, j'enseigne à mes élèves que la France est le 3e pays exportateur en matière de biens de défense. Et donc, j'aimerais savoir comment faire pour que la France conserve son avance en matière stratégique, politique et économique dans cette industrie. Et je vous invite à passer le micro à Marc-Philippe Daubresse, qui est juste devant vous et qui va se charger de vous répondre en quelques mots. Marc-Philippe, bonsoir. Bonsoir. Bon, d'une part, Nicolas Sarkozy l'a dit la semaine dernière à Toulon, l'Europe ne peut pas, l'Europe ouverte à tout vent, ça ne peut pas durer. Et donc Nathalie vient de vous dire, il faut qu'on trouve des nouveaux repères, pas une concurrence débridée, pas un ultra-protectionnisme, de la réciprocité dans les échanges, de la concurrence loyale, mais aussi la possibilité de permettre à des géants industriels, et c'est tout à fait vrai en matière de politique économique et de défense, de croître et d'être à jeu égal avec d'autres géants industriels qui sont aux États-Unis, qui sont dans les autres grands pays exportateurs. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est deux choses, deux propositions simples. Premièrement, symboliquement, le commissaire à la concurrence, qui était une institution à Bruxelles, nous voulons qu'il soit en même temps
commissaire à la production industrielle pour qu'on s'occupe bien sûr d'avoir des règles de concurrence équilibrées, mais aussi que l'on puisse promouvoir la production industrielle. Et deuxièmement, les aides d'État qui ont été assez souvent décriées vis-à-vis de tel ou tel État qui essaie de soutenir un de ces géants. Souvenez-vous du combat de Nicolas Sarkozy pour sauver Alstom. Souvenez-vous de l'impossibilité pour Schneider en Allemagne et de Legrand en France de se regrouper pour résister à la concurrence internationale. C'est la même chose pour les industries de défense. Nous voulons qu'on puisse assouplir tout cela de manière à pouvoir jouer à jeu égal et donc d'avoir cette nouvelle conception d'une concurrence qui sera plus débridée, sans tomber évidemment dans un protectionnisme qui nous serait néfaste. Donc voilà nos propositions. Merci, merci Marc-Philippe. Alors nous allons passer à une autre question d'une élue, puisque l'objectif ce soir, évidemment, ce sont des militants, des acteurs de l'UMP. Le militant, l'élu de l'UMP, c'est évidemment notre première richesse à nous. Assia Meda, vous êtes avec nous ce soir, merci beaucoup. Vous êtes élu de Sucy-en-Brie et vous avez, je crois, également une question à poser ce soir. Tout à fait. La semaine dernière, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a évoqué une refondation de l'Europe basée sur une volonté économique commune plus forte. Et donc ma question est de savoir comment concrètement cette volonté se met en place, quelles actions, quels jalons, sur quels jalons. Voilà. Alors Jean Leonetti, qui est juste derrière vous, va prendre un micro et va vous répondre. Il est secrétaire d'État en charge notamment des affaires européennes. Bonsoir Jean Leonetti. Ministre, pardon, ministre, je suis désolée Jean. C'est pas grave Valérie. L'important c'est de regarder qu'effectivement il y a eu une petite erreur au départ. On a fait une monnaie unique, on n'a pas fait une gouvernance économique de cette monnaie unique. Et donc on a vu qu'on a dans cette Europe des pays qui ont des niveaux économiques très différents. Et pour prendre deux exemples un peu caricaturaux, l'Allemagne, la Grèce. Et donc dans ce contexte-là, il fallait passer à une étape suivante, à une intégration plus forte. C'est une gouvernance économique. On nous dit, si vous faites une gouvernance économique, vous perdez la souveraineté. Je vais vous poser une question simple. Si demain l'impôt sur les sociétés est le même en France et en Allemagne, vous avez l'impression que vous avez perdu votre souveraineté ? Je vais vous poser une autre question. Quand vous êtes copropriétaire dans une maison, vous mettez la clé dans la serrure et vous rentrez dans votre appartement. Mais si ça brûle au-dessus ou au-dessous, est-ce que vous n'êtes pas aussi en danger ? Et donc, une copropriété, c'est une co-souveraineté qu'il faut que nous soyons capables de créer aujourd'hui avec une gouvernance économique européenne qui est portée par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, mais qui, je suis sûr, va s'étendre à l'ensemble des 17 pays de la zone euro et peut-être plus. Merci pour cette pédagogie, monsieur le ministre. On va se tourner vers Marie-Hélène Ardouin. Bonsoir madame, vous êtes avec nous. On va vous passer un micro. Au dernier rang, on en a un à côté de vous. Marie-Hélène Ardouin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la retraite, vous étiez consultant RH. Bonsoir madame. Bonsoir. Je vous laisse également poser la question aux personnalités qui sont là. Oui. Alors, moi, tout le monde sait effectivement que Maastricht, en fait, a mis en place des règles. Oui. A mis en place des règles pour pallier à l'endettement et au déficit des États européens. Et que ces règles n'ont pas été respectées par la plupart des États, en particulier la France et l'Allemagne. Exactement. Alors, devant ce constat, moi je me demande que va apporter la nouvelle règle d'or, la nouvelle loi budgétaire de la règle d'or. Voilà. Merci beaucoup. J'invite Alain Lamassoure à vous répondre, s'il vous plaît. Alain Lamassoure, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, la règle d'or, c'est une règle toute simple qui consiste à dire que tout pays qui est dans une situation de surendettement mettra tout en œuvre sur une période de quelques années pour revenir à l'équilibre budgétaire. Et ça n'est crédible que si cette politique est menée, quel que soit le gouvernement aux affaires. Notamment, les États émettent des titres à 10 ans, et donc on nous prêtera, si on a non seulement la garantie que la politique conduite aujourd'hui permet de revenir à l'équilibre, c'est le cas grâce aux décisions courageuses prises par le gouvernement Fillon, et si, quels que soient les aléas politiques, cet effort sera maintenu pendant 10 ans. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de l'inscrire dans la Constitution pour que ce soit une obligation des gouvernants actuels et des éventuels gouvernants futurs.
Hier soir, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, nous avons eu un débat sur les plateaux de télévision avec Arnaud Montebourg, à qui nous avons rappelé que cette règle d'or est acceptée par la gauche et la droite en Allemagne, chère Ursula, bien entendu, depuis longtemps, plus récemment en Espagne, au Portugal, en Irlande, petit à petit dans tous les pays européens, sauf par les socialistes français. Et nous l'interrogeons, pourquoi est-ce que vous ne nous faites pas une contre-proposition ? Et la réponse a été, la contre-proposition, nous l'avons, c'est de vous foutre à la porte. Alors on admirera la profondeur de la réflexion, la hauteur de l'ambition et la qualité de l'éloquence. Là-dessus, il nous dit, mais par cette règle d'or, vous faites le jeu des financiers, de la grande finance internationale. Mais qui c'est qui achète des titres d'État? Ce n'est pas des méchants spéculateurs. C'est les fonds de pension, c'est les caisses de retraite, c'est la SICAV. Ce sont les SICAV, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles nous mettons nos épargnes. Si vous me permettez, une anecdote personnelle conjugale. Et je vous laisse terminer là-dessus, si vous voulez bien. Oui, mais vous allez voir, c'est amusant. C'est pour ça que l'autre jour, ma femme me dit, il est temps de faire des projets d'avenir. Ah, ça c'est vrai. Pourquoi? Il est temps. Pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas une assurance vie? Ah. Oui. Bon, je dis tiens, bonne idée, très bien. Et donc je vais voir une compagnie d'assurance vie et j'apprends que d'ailleurs les Français ont placé 1400 milliards d'euros en assurance vie et l'année prochaine, la France aura à emprunter 150 milliards. Donc il suffit de garantir que 10% de tous les placements des Français en assurance vie sont employés dans la dette publique et on règle nos problèmes en France. Alors je me renseigne sur les produits et la dame qui me répond me dit bah, écoutez, le meilleur c'est celui-là, on vous garantit qu'il n'y a pas un euro placé en dette publique, sauf bien sûr la dette des pays qui ont la règle d'or. Nous avons besoin de la règle d'or pour permettre aux Français de sauver la souveraineté française et de financer l'avenir de nos enfants. Merci Alain Lamassoure. Merci. Et merci, permettez-moi, cher Alain, merci à votre épouse aussi de cette belle initiative de discussion. Alors on va continuer sur les assurances parce que Jean-Pierre Copin, qui est à côté de notre jeune populaire, est consultant en assurance. Mais il ne va pas nous parler de ça, je crois. Il est militant UMP et il va poser la question qu'il souhaite poser ce soir. Merci. On voit l'Allemagne et la France actuellement, sur tous les fronts, lutter contre, main dans la main, contre la crise. Donc ma question, quelle est l'étape suivante ? Merci. Alors c'est Pierre Lequillet qui va vous répondre. Voilà, il a un micro. Bonsoir Pierre Lequillet. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle à tous, député des Yvelines, conseiller général des Yvelines et secrétaire national de l'UMP en charge des relations avec les partis européens. Je voudrais d'abord dire que le fondement, le socle, doit être effectivement, comme vous l'avez dit, le socle franco-allemand. Mais nous avons construit une Europe à 27. Et je dois dire que moi, j'étais absolument heureux de la réunification du continent. Mais en même temps, on se rend compte qu'à 27, on ne peut pas travailler comme on travaillait à 6 au moment où on a créé l'Europe. Et donc, il va falloir qu'on ait une vision plus pragmatique, de façon à être plus efficace. Et ça veut dire, et d'ailleurs on l'a déjà fait, dans la zone euro est composée de 17 pays, à Schengen, il n'y a pas les 27, et d'ailleurs dans l'accord d'hier, on a prévu qu'on essaierait d'avoir un accord à 27, mais si on ne l'a pas à 27, on le fera à 17, et peut-être avec ceux qui le veulent et le peuvent. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on propose dans notre programme, c'est qu'on soit plus pragmatique et qu'on essaye de travailler quand il le faut, quand c'est nécessaire, avec ceux qui le peuvent et qui le veulent. Évidemment, à partir du franco-allemand, Ursula von der Leyen parlait de politique industrielle, de politique sociale, de droit du travail. Nous allons commencer par une convergence fiscale franco-allemande et il va falloir pragmatiquement qu'on l'étende à d'autres pays. Et donc, nous sommes d'accord pour ce qu'on appelle la coopération structurée ou la coopération renforcée, mais nous pensons que maintenant, il faut travailler selon des modalités plus pragmatiques, en travaillant progressivement à partir du franco-allemand
mais à plusieurs pays. Et d'ailleurs, ça attirera tous les pays à venir travailler avec nous. Merci Pierre Lequillier. Merci pour cette intervention. Clémence Barré est avec nous. Bonsoir madame. Vous êtes, vous, déléguée des jeunes actifs. Vous êtes aussi responsable communication dans votre vie professionnelle. Votre question ce soir. Alors moi, je voudrais parler de la compétitivité des PME, parce qu'effectivement, avec les jeunes actifs, je rencontre beaucoup de jeunes patrons de PME. Oui. Et qu'il s'agisse de l'Allemagne ou de l'Italie, on vante les mérites d'un tissu économique et c'est très positif. Mais je voudrais savoir comment l'Europe peut-elle contribuer à développer justement cette compétitivité des PME. Je vais demander à Hervé Novelli de vous répondre. Hervé Novelli, bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'UMP et on vous salue. Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de défense, de se défendre, mais il y a aussi l'offensive. Et je crois que c'est très important qu'on associe la nécessaire réciprocité avec l'initiative, parce que c'est la base de ce que nous pouvons faire pour nous projeter dans un monde qui a changé. Donc, innovation et PME, 3 propositions simples. Les programmes cadres de recherche et de développement, eh bien, il ne faut qu'aucune initiative de financement des entreprises dans le cadre de ces programmes ne puisse être prise si elle n'inclut pas des petites et moyennes entreprises dans ces programmes. Première proposition. Deuxième proposition, le Small Business Act à l'européenne, celui que nous avons adopté dans une relative confidentialité lors de la présidence française. Il faut bien sûr aller plus loin. Et que le plan d'action de CSBA, qui a été annexé, eh bien, puisse avoir une réalisation, notamment en matière de simplification. Deuxième proposition. Et troisième proposition, c'est de faire en sorte que la Banque de l'Union européenne, qui prête de temps en temps aux PME françaises par le relais des banques, que cette Banque de l'Union européenne devienne la véritable banque des PME en Europe. Voilà 3 propositions simples, 3 propositions offensives, et je crois que nous en avons besoin pour donner à l'Europe et à la France la croissance qu'elle mérite. Merci beaucoup d'avoir été aussi concret. Merci. Laurence Boivin, si quelqu'un peut donner un micro à Laurence, voilà, merci. Alors vous êtes étudiante, vous êtes militante de l'UMP évidemment, active. Quelle est la question que vous souhaitez poser ce soir ? Bien, j'aimerais savoir si finalement la crise que nous subissons aujourd'hui n'est pas la conséquence d'un élargissement de l'Europe qui aurait été fait sans véritable contrôle. Merci. En clair, est-ce qu'on n'est pas trop nombreux? On va demander à Rachida Dati. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être là. C'est vrai que la crise, et cette crise internationale, qu'est-ce qu'elle nous démontre? Elle nous démontre avec encore plus de force qu'il est absolument impératif que nous ayons une Europe avec des frontières, et des frontières vraiment définies. Mais au-delà de cet aspect, la question qui se pose, c'est quelle Europe voulons-nous? On souhaite, et c'est vrai que ça reprend les engagements du président de la République, encore reconfirmés, affirmés avec la chancelière Merkel hier encore, nous voulons une Europe fondée sur de vraies valeurs et des principes communs. Nous souhaitons aussi une vraie gouvernance économique, une politique, une Europe qui met en place des politiques communes, industrielles, de recherche, d'innovation, aussi une politique commune énergétique pour relancer la croissance. Parce que le désendettement, c'est une chose, mais il faudra aussi que nous ayons une Europe de la croissance. Et donc aujourd'hui, nous souhaitons, c'est la priorité pour l'UMP, nous voudrons absolument refonder la zone euro, plus globalement refonder évidemment l'Union européenne pour avoir un espace économique, politique, plus performant, pour évidemment faire face aux puissances émergentes, pour qu'elles soient plus compétitives. Donc avant d'envisager tout élargissement, nous souhaitons que, avant tout élargissement, que nous puissions nous poser d'abord une question, et une question légitime: est-ce que c'est dans l'intérêt des citoyens européens? Avant d'accepter un nouveau pays, est-ce que ce pays ne doit pas respecter les valeurs et les principes des pays de l'Union européenne? Avant d'accepter un pays, est-ce que nous ne devons pas, comme nous l'avons fait malheureusement par exemple pour la Grèce, nous ne devons pas prendre le risque d'un pari sur un avenir incertain, évidemment aux dépens des autres États membres. Donc aujourd'hui, avant de penser tout élargissement supplémentaire, il est important que nous ayons une Union européenne plus performante,
plus cohérente et surtout plus compétitive. Merci beaucoup Rachida Dati pour cette intervention. On va passer dans une deuxième partie dans quelques instants. Je vais vous inviter, Bruno Le Maire, à nous dire 2-3 petits mots sur ce que l'on retient de ce qui se dit là et puis ce que l'on va dire ensemble dans cette deuxième partie. Je vais être très rapide parce que je crois que tout a été très bien dit par les précédents intervenants. Moi, je retiens 3 conclusions très simples de nos débats sur l'Europe. Première conclusion importante. Notre famille politique est désormais la grande famille européenne en France. C'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers. Ce n'est plus le Parti socialiste, ce n'est plus d'autres partis, c'est l'UMP qui est la grande famille européenne en France. Deuxième constat que je fais à partir de toutes les interventions qui ont été faites par les uns et par les autres, nous voulons une autre Europe. Nous voulons une autre Europe. Nous voulons que l'Europe se soucie moins de la concurrence entre telle industrie française, telle industrie allemande et telle industrie italienne ou espagnole pour construire de vrais groupes industriels forts qui défendent nos emplois sur notre territoire. Nous voulons une Europe qui se soucie moins des contrôles à l'intérieur de nos propres frontières et qui se soucie davantage de meilleurs contrôles à l'extérieur de nos frontières pour éviter l'immigration illégale en France ou dans les autres pays européens. Nous voulons une Europe qui affirme un certain nombre de normes et de règles pour ses producteurs, notamment pour ses producteurs agricoles, mais qu'il le fasse uniquement sur la base d'un principe de réciprocité qui fasse que les pays étrangers respectent les mêmes normes, les mêmes règles que celles que nous imposons à notre propre producteurs sur nos propres territoires. Et puis, dernière conclusion, très rapide, je crois qu'on la doit à Ursula von der Leyen, que je remercie encore de sa présence ici. Vous avez compris que je faisais croire à tout le monde que je parlais très bien l'allemand, mais en fait, c'est les Allemands qui parlent très bien le français. C'est ça la réalité. La troisième conclusion très simple, c'est que la famille politique qui croit dans le couple franco-allemand, la famille politique qui respecte l'Allemagne, la famille politique qui veut travailler main dans la main avec l'Allemagne, c'est plus le Parti socialiste qui dénigre l'Allemagne matin, midi et soir, c'est l'UMP, c'est notre famille politique. Et je voudrais dire à Ursula que le mariage que nous faisons avec l'Allemagne, que nous proposons avec l'Allemagne, ce n'est pas un mariage forcé, comme je l'entends dire ici ou là. Ce n'est pas un mariage de raison, c'est un mariage de cœur. Merci pour ces mots, Bruno Le Maire. On va rentrer dans une deuxième séquence sur la France qui rayonne et qui défend ses intérêts à l'international et à travers le monde. Je vous propose d'introduire cette séquence, si vous le voulez bien, avec un film que nous vous proposons maintenant. Et on va demander à tous nos invités de réagir juste après. Regardez. Grâce à notre politique étrangère menée depuis 4 ans, nous avons rendu la France plus forte et plus influente sur la scène internationale. Répondre aux grands défis globaux et défendre nos valeurs démocratiques de liberté et d'égalité partout dans le monde, tel est le rôle de la France. Depuis 4 ans, la majorité a renforcé l'action de la France à l'international grâce à son rôle au sein de l'ONU et de l'OTAN. Une position qui nous permet de faire avancer la paix dans plusieurs conflits, dans le conflit libyen et en Côte d'Ivoire. Le devoir de la France est d'aider les peuples à réussir leur transition vers la démocratie. Nous devons leur apporter une aide financière, technique et humaine pour lutter contre les risques de dérives extrémistes ou de migrations incontrôlées. Depuis 2007, le président de la République est au premier plan afin de trouver des solutions à des drames individuels comme la libération des 7 infirmières bulgares et du médecin palestinien injustement condamné en Libye, la libération d'Ingrid Betancourt en Colombie et la libération de Clotilde Reiss en Iran. À travers les sommets de Copenhague, Cancun et Durban, nous avons fait de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité en imposant des objectifs chiffrés de réduction et de limitation des émissions de CO2. Malgré la crise, la France a augmenté son effort en matière de développement de 0,38% du PIB en 2007 à 0,51% en 2010, ce qui la place au 2e rang des contributeurs du G8 et au 4e rang mondial. Nous sommes extrêmement engagés pour notre pays, extrêmement engagés aux côtés du président de la République et très déterminés à mobiliser chaque Française et chaque Français pour qu'ils ne se trompent pas de décision le moment venu et qu'ils prennent la mesure du fantastique travail qui est accompli et de l'aptitude qui est celle du président de la République à gérer la France dans ces périodes de crise et de troubles que connaît notre monde et pour lesquels des décisions stratégiques sont prises tous les jours au service des Français et pour l'avenir de nos enfants.
Merci. Alors, on l'aura compris, la France, elle est forte dans une Europe forte. Attendez, mesdames, s'il vous plaît. Voilà, le retour. Mesdames, s'il vous plaît. Alors, on va gérer les choses tranquillement. Voilà. On va gérer les choses on a tranquillement. déjà- Juste, voilà. s'il vous plaît, on va le faire tranquillement. Voilà. Vous Il y a êtes des déjà- manières de débattre et vous avez vu que les choses se font ici, d'habitude, avec le sourire. Et les choses, on le fait tranquillement, s'il vous plaît. On va le faire tranquillement. Voilà. Voilà. S'il vous plaît, ça n'a aucun intérêt. On va le faire très tranquillement. S'il vous plaît. On va le faire très tranquillement. Merci beaucoup. Attention. Voilà. Pas de brutalité, ça ne sert à rien. Voilà. S'il vous plaît, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, tout le monde aura compris. Merci beaucoup, madame. On vous aura vu avec une jolie barbe. Merci. Alors, s'il vous plaît, on va éviter de faire un grand cinéma, madame, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, il y a des gens qui manifestent démocratiquement et puis il y a ceux qui essaient de prendre en otage toute une salle et une convention. On mesurera la nocivité de l'acte et on va continuer tranquillement On notre ne va convention. pas perdre de temps là-dessus. Vous l'avez compris, on est d'abord dans un espace de débat. Les gens qui prennent la parole le font librement. Voilà, ne nous arrêtons pas sur ce qui ne le mérite pas. Je voudrais, s'il vous plaît, dans cette deuxième partie, que l'on parle bien international, de la place de la France dans le monde. Mesdames et messieurs, ne donnez pas d'importance à ce qui n'en a pas, s'il vous plaît. On va continuer, si vous voulez bien, avec les intervenants qui sont ici. Voilà. Alors, sur scène, nous avons Laurence Gaudon qui est avec nous. Laurence, bonsoir. On peut vous applaudir, s'il vous plaît. Laurence Gaudon est avec nous. Et la preuve, Laurence... La preuve qu'on n'a pas besoin de barbe quand on est une femme pour prendre la parole à l'UMP, vous avez toute la place. Voilà. Laurence Gaudon, je vous laisse poser la question avec laquelle vous êtes venue ce soir, je vous en prie. Voilà. Le monde va mal. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Messieurs, dames, s'il vous plaît, ça ne sert à rien. On écoute, s'il vous plaît, Laurence Gaudon qui est sur scène. Merci beaucoup. Laurence, je vous en prie. Le monde va mal. Il existe pléthore d'organisations. Oui. Le G8, le G20... l'ONU, le FMI. On a l'impression qu'il y a un manque d'organisation. Oui. N'y aurait-il pas une coordination à mettre en place? Et ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. On a l'impression qu'il y a pléthore de machins, puisqu'on parle souvent de machins. Alors, je la pose comme ça, la question. Mais Valérie, on va demander à une personnalité de répondre. Oui, je crois qu'on va demander à Axel Poniatowski, qui est juste devant vous, de vous répondre. Bonsoir, monsieur. Sur cette pléthore de machins. Oui, non, il existe des instances de communication, il existe d'organisation. C'est bien sûr les Nations Unies, mais qui traitent surtout des sujets politiques et droits de l'homme. Il existe surtout le G8 et le G20. Le G8 existe depuis 1975, initiative française à l'époque, à la suite du premier choc pétrolier. Et en fait, il a débordé ses compétences sur des sujets sociaux, sur des sujets économiques également, sur des sujets de développement durable. Et puis il y a le G20, on l'a bien vu, qui existe depuis 1999, qui ne réunissait que les ministres des Finances. Et c'est Nicolas Sarkozy, initiative française encore, qui les a réunis au niveau des chefs d'État pendant la crise financière, bien sûr. Et le G20 aujourd'hui, c'est quoi? C'est 20 pays, les 20 pays les plus riches du monde, en réalité les 20 entités, puisque l'Union européenne est un membre, et c'est surtout 85% du PIB mondial, c'est dire la responsabilité que porte le G20. Et finalement, la proposition que je porte, puisque le G8, c'est surtout une instance de gouvernance de l'hémisphère nord, alors que le G20, c'est une instance de gouvernance mondiale. Et par conséquent, au nom de l'UMP, la proposition que je porte, c'est d'unifier, c'est de fusionner ces deux instances en élargissant les compétences du G20 à celles existantes au niveau du G8. Je pense que nous en avons besoin et en réalité, ça pourrait être les premiers pas d'un futur conseil formel de gouvernance mondiale. Merci beaucoup, Axel Poniatowski. On vous remercie pour cette réponse. D'autres questions? Merci. Donc nous avons également avec nous un autre étudiant et c'est vraiment important d'avoir aujourd'hui des jeunes et notamment des jeunes populaires qui sont très impliqués dans le mouvement. Jordan Jablonka, vous avez un micro entre les mains et vous allez pouvoir poser votre question. Oui, bonjour. Justement, moi, ma question était relative à l'intervention de M. Poniatowski. C'était sur la réorganisation de la gouvernance mondiale que propose l'UMP dans son projet. J'aurais aimé savoir quels étaient les résultats attendus par cette réorganisation, parce que aujourd'hui, il y a plusieurs institutions qui se prononcent et on n'y voit pas très clair. François Barouin, on va vous offrir le micro que vous avez certainement à vos côtés. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir à tous.
Bonsoir à Jean-François et également à Bruno qui mène un travail et une action formidable à la tête de notre mouvement dans la préparation des présidentielles. Quels sont les enseignements au fond du G20 sous présidence française? Premier enseignement, on a tiré un trait sur un G20 qui fixerait une seule ligne. Tout pour la consolidation budgétaire ou tout pour la relance de l'activité économique. Le G20 de Cannes, avec réactivité et réalisme, a trouvé le juste équilibre entre les demandes effectuées auprès des pays dont l'économie permettait une politique de relance, le cas de la Chine, le cas du Canada, du Brésil, de l'Allemagne. Ces pays se sont engagés à soutenir par la relance de leur activité économique la relance mondiale. Et les autres pays à l'intérieur desquels nous nous trouvons doivent pratiquer une politique de consolidation budgétaire, dresser la liste des mesures à prendre. Ils l'ont annoncé, ils l'ont fait. C'est le premier acquis de ce G20 et c'est aussi le premier acquis de cette politique réaliste et réactive, sans idéologie, mais avec un pragmatisme qui s'est imposé à nous du fait du ralentissement américain, des incertitudes des économies émergentes et évidemment de l'instabilité de la zone euro. Deuxième élément d'avenir de gouvernance mondiale, la modification du système monétaire international avec, et le ministre d'État Alain Juppé le sait mieux que quiconque, il a été l'un des négociateurs français en première ligne sur cette question, amener la Chine à accepter de fixer ce que l'on a appelé un sentier d'intégration, c'est-à-dire un rendez-vous, une méthode et des objectifs pour convertir la monnaie chinoise et la mettre au niveau de la puissance économique que représente aujourd'hui la Chine. Troisième élément de modification de la gouvernance, c'est passé complètement inaperçu du fait de l'invitation grecque à travers la question référendaire, mais il a été décidé une organisation mondiale de la finance. Il a été décidé une organisation mondiale de la finance avec des règles, avec des rendez-vous, avec des régulations. Et puis vous le savez, la présidence française, sous l'impulsion énergique de Nicolas Sarkozy, a souhaité aller plus loin dans la mise en œuvre opérationnelle des décisions des précédents G20. Nous pensions évidemment à la transparence, la publication de la liste des paradis fiscaux ou des pays qui sont dans une zone grise et qui ont encore des efforts à produire dans le sens d'une meilleure coopération avec les pays membres du G20. Il a voulu également donner une impulsion très forte pour qu'il y ait, et là Bruno Le Maire s'est largement impliqué, une stabilité sur la spéculation concernant le marché des matières premières. C'est le marché le plus important, ce sont 600 000 milliards de dollars actuellement en cours de discussion chaque année dans le monde. Donc nous allons vers plus de régulation, nous allons vers plus de maîtrise, plus de coordination et surtout plus de respect des règles, c'est-à-dire plus de respect des leçons que nous tirons de ces trois crises à répétition. Deux de ces crises 2008-2009 avaient un épicentre aux États-Unis. Celle que nous traversons actuellement a un épicentre dans la zone euro, mais ces trois crises ont en commun la nécessité de coordonner les politiques au sein des membres du G20. Merci beaucoup François Baroin. Merci. Florence Travadel, vous avez... Florence est ici. Bonsoir. Vous êtes ici. Mais Monsieur le ministre va vous prêter son micro. Voilà, à côté de Monsieur le ministre. Alors, vous êtes responsable départemental des jeunes actifs. Vous travaillez également... Pas responsable. Pas responsable. Excusez-moi. Non, faut pas dire responsable quand on n'est pas responsable. Enfin, vous êtes dans les jeunes actifs et c'est très bien. Vous travaillez dans l'immobilier, là, c'est bon? Oui. Bon, alors ça va. Et vous avez quand même une question aussi. Exactement. Bon, alors sur allez-y. l'exportation. Donc, l'Allemagne est championne de l'exportation, dans l'exportation. Et une question très simple, comment faire pour être nous-mêmes champions de l'exportation? Alors, le champion, ça c'est une question pour Pierre Lelouch. Et Pierre Lelouch, attention, hein, question courte, réponse courte, mais je compte sur vous. Bonsoir Pierre Lelouch. Bonsoir, pour l'instant on n'est pas franchement champion. Oui. D'un côté du Rhin, plus 120 milliards d'excédents, de l'autre côté, moins 75. Alors, face à ça, il y a deux attitudes possibles. Ou bien on s'indigne et on fait du protectionnisme, ça c'est la thèse Montebourg, ou bien on se met au travail. Le problème que nous avons, c'est que l'explication du contraste ne tient pas. Il n'y a pas une fatalité qui condamnerait les Français à être moins intelligents, moins bons, moins efficaces que les Allemands. Au contraire, la créativité, la productivité de nos ouvriers, de nos ingénieurs est reconnue par tous. Le problème, c'est que lorsque les Allemands ont 400 000 entreprises à l'export, nous en avons moins de 100 000. Les Italiens, 200 000. Donc nous devons redensifier notre tissu industriel. C'est ce qui a été proposé dans le programme préparé par l'UMP. Deuxièmement, nous devons nous attacher à développer en France, qui existe ailleurs, en Allemagne ailleurs, un peu de patriotisme économique entre les grands groupes et les PME. Bien souvent, en France, on ne s'occupe pas des sous-traitants, surtout pas à l'export, alors que les autres chassent en meute sur les marchés export.
Troisièmement, il nous faut de la réciprocité dans les normes. C'est ce qui a été développé tout à l'heure aussi bien par Jean-François que par Bruno, aussi bien dans l'accès au marché public que dans la défense de notre environnement. On ne peut pas, nous, être les plus vertueux et faire entrer sur le territoire européen des produits qui sont ni écologiques, qui sont issus du travail des enfants, etc. Et enfin, je crois qu'il faut que les Français comprennent que le déficit commercial est aussi grave que notre déficit tout court. Nous devons tous nous mobiliser pour refabriquer de l'emploi industriel en France. Produire en France, ça doit être l'objectif stratégique. Produire en France pour reconquérir des marchés à l'étranger. C'est tout à fait possible, à condition de travailler sur l'offre de produits français. Comme le disait Jean-François tout à l'heure, le problème, ce n'est pas la demande mondiale continue à monter, la demande de produits français continue à monter. Le problème, c'est d'organiser l'offre française en fonction de ces marchés étrangers. Tout ça est en train d'être fait aujourd'hui par le FSI, par Oseo, par Ubifrance. D'ailleurs, le nombre d'entreprises à l'export redémarre depuis un an, plus 10% de primo-exportateurs en plus en un an. Donc on va y arriver. Il faut travailler beaucoup mieux l'offre en filière, comme on le fait par exemple dans des pays compliqués comme l'Irak ou la Libye, où nous travaillons tous ensemble. Mais il y a du travail devant nous. Il faut être conscient que c'est un objectif absolument stratégique pour notre pays. Merci Pierre Lellouche pour votre réponse à cette question. Assia Médard. Assia, je vais vous redonner la parole si vous voulez bien. C'est Pierre Lellouche qui va vous redonner le micro certainement. Assia, une deuxième question ce soir. Oui, aujourd'hui les pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, représentent un gigantesque marché. Ce sont des consommateurs potentiels, mais également des producteurs, donc des concurrents. Oui. Et je voulais savoir comment nous, Europe, nous, France, nous allons nous comporter vis-à-vis de ces pays et quelle attitude nous allons opter vis-à-vis de ces pays. Merci Assia. Alors c'est Sean Vathieu qui est secrétaire national en charge de l'Asie qui va vous répondre. Oui, bonsoir. Nous avons des solutions, mais... Oui, bonsoir. Nous avons des solutions, mais attention, il ne faut pas qu'on se trompe de diagnostic. C'est qu'en fait, la démondialisation n'est pas la solution. Les socialistes le proposent et nous, ce n'est pas notre vision des choses. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le modèle de la France, en tout cas le modèle français, c'est on a besoin de croissance. Et la croissance se trouve dans le sud, dans les pays émergents. Et la réalité, c'est que parmi les pays émergents, vous avez certains qui émergent plus vite que d'autres et qui sont déjà émergés. Donc c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, la solution que propose l'UMP, c'est qu'il faut impérativement retrouver de l'harmonie avec nos partenaires commerciaux. L'harmonie, ça veut dire qu'il faut que nous ayons des relations beaucoup plus équilibrées et que nous ne pouvons plus supporter des relations en déséquilibre, en situation de déséquilibre. Et la solution que nous proposons, c'est simple. C'est que désormais, il faut impérativement que nous parlions de réciprocité. Réciprocité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accès à nos marchés doit être conditionné également à l'accès à leur marché. Voilà. Donc si eux, ils ne souhaitent pas, je dirais, entamer une discussion de ce type avec nous, à ce moment-là, il faut qu'on prenne une initiative européenne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revoie notamment notre système de préférence généralisée qui notamment prévoit des droits de douane privilégiés, réduits pour certains émergents, parce que désormais, nous avons également des pays émergés et nous ne pouvons plus, je dirais, continuer comme ça. Merci. Merci Chelva. On l'aura compris, la réciprocité, c'est juste l'équité, en fait, qui est demandée. Léa Morgan est avec nous. Léa, bonsoir. On vous passe la parole. Vous êtes étudiante en droit. Votre question, sans vous laisser intimider par toutes les personnalités autour de vous. Donc ma question ce soir, en fait, bien dans le micro, si vous voulez bien. Allez-y, parlez, voilà. C'est qu'on voit que chaque année, on dépense de plus en plus, beaucoup d'argent dans l'aide internationale au développement. Et en fait, mais est-ce que ça permet véritablement à la France de renforcer son influence dans le monde? Alors, Christian Jacob, qui est juste à côté de vous, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, va vous répondre. Écoutez, bon, d'une part, je ne pense pas qu'on dépense davantage chaque année. En revanche, on a à la fois une excellente efficacité sur le terrain de l'aide internationale, tout simplement parce que sur cette aide technique, nos experts sont reconnus dans l'ensemble des secteurs. Je crois qu'on peut prendre l'exemple de la santé, de l'agriculture, du ministère de l'Intérieur, ou quels que soient les sujets, mais on a une vraie difficulté de lisibilité.
C'est-à-dire qu'il est très difficile de dire aujourd'hui concrètement quelle est l'action de la France au Mozambique, quelle est l'action de la France au Togo ou au Vietnam, parce qu'on manque à la fois de lisibilité, mais aussi peut-être de coordination. Donc l'idée sur laquelle nous avons réfléchi et travaillé, c'est de dire à la fois il faut une orientation stratégique, ça on pourrait très bien l'avoir sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, je le dis à dessein à Alain Juppé, avec une coordination stratégique et politique, avec l'ensemble des ministères qui interviennent dans ces différents champs, et puis également une agence qui pourrait rassembler l'ensemble des ministères et tous les opérateurs qui interviennent. Ça nous permettrait à la fois de faire vraisemblablement des économies en matière de coûts de fonctionnement, mais aussi à l'instant T de savoir pays par pays quelle est l'action qui est menée par la France dans les différents secteurs. Ça veut dire aussi qu'il faut que sur le terrain, au bout de la chaîne, ce soit les ambassadeurs qui sont répartis dans l'ensemble des pays du monde, qui soient en quelque sorte les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire qu'il y ait de la visibilité sur les actions qui sont menées, donc de pouvoir travailler sur ce va-et-vient, faire remonter l'information, la faire redescendre, mais surtout en s'appuyant sur nos réseaux techniques qui, encore une fois, sont reconnus dans l'ensemble du monde comme étant particulièrement efficaces parce qu'on a des experts de grande qualité. Merci beaucoup Christian Jacob. Jean-Pierre Coppin. Jean-Pierre Coppin, je vais vous redonner la parole. Bonsoir, rebonsoir. Consultant en droit des assurances, on l'a dit tout à l'heure déjà. Toujours, ça n'a pas changé. Et donc, une autre question qui, pour le coup, n'est pas la même. Absolument. Merci. Comme dans d'autres domaines, la coopération en matière de défense est essentielle. Dans un monde constamment en changement, la question est de savoir qui sont nos alliés actuels. Alors, je crois que c'est une question pour Arnaud Danjean, député européen. Bien, bonsoir. D'abord, un petit rappel sur la situation stratégique qui est la nôtre. Le monde est dangereux. Ça peut paraître une évidence de le rappeler, mais il faut quand même se souvenir que si nous nous étions rencontrés l'année dernière, peu d'entre nous auraient prévu qu'il allait falloir engager nos forces armées en Libye ou en Côte d'Ivoire. Les foyers d'instabilité sont partout autour de nous et ils sont soudains. Il faut donc être prêt à intervenir. Le deuxième rappel, c'est que les États-Unis, et Ursula l'a rappelé tout à l'heure, les États-Unis, j'allais dire, ont d'autres chats à fouetter que la sécurité européenne et du continent européen et des marges du continent européen. Les Américains sont plus préoccupés désormais par le monde pacifique, qui recouvre des enjeux évidemment très importants. La troisième chose, c'est que nous évoluons aussi en matière de défense dans un contexte budgétaire contraint. Tous les pays occidentaux sont soumis à des efforts drastiques en matière de budget de défense. Une fois qu'on a posé ce contexte, qu'est-ce que la France peut et qu'est-ce que la France doit faire? Premièrement, préserver ses atouts, parce que la France est une des rares puissances diplomatiques et militaires globales. Ce sont des atouts qu'il faut préserver en termes de budget, en termes de qualité de nos personnels et de nos matériels et en termes de capacité d'intervention. Et là-dessus, je me permets de vous le rappeler, on observe quand même un silence assourdissant des socialistes. Pas un mot sur ces questions qui sont des questions régaliennes au cœur de la fonction présidentielle, pas un mot lors de tous les interminables débats des primaires socialistes. Pas un mot du candidat socialiste à la présidentielle sur cette question fondamentale. Alors, il faut maintenir nos atouts et puis il faut coopérer. Effectivement, il faut développer inlassablement une politique européenne de défense. Alain Juppé et Gérard Longuet savent que ce n'est pas facile. L'Europe est hétérogène, les capacités ne sont pas identiques partout. Il faut, avec les pays qui veulent et les pays qui peuvent travailler avec nous, il faut développer des capacités communes, identifier des projets concrets de coopération. Ce n'est pas de la perte de souveraineté que de mutualiser des capacités, c'est au contraire se rendre plus fort face à un monde qui va vite et un monde qui est instable, parce que notre génération doit se rappeler que l'Europe, avant d'être un grand marché, avant d'être des politiques communes, l'Europe c'est d'abord la paix. Et la paix c'est un acquis essentiel, mais ce n'est jamais, jamais une évidence. Merci Arnaud Danjean. Merci. L'Europe, c'est effectivement la paix, mais l'Europe, c'est aussi des peuples. Monsieur le ministre Jean Leonetti, ces peuples, comment est-ce qu'on leur parle? Et on a tous en tête le souvenir d'un référendum perdu, 2005. Et il faut en tirer les conséquences, probablement trop d'arrogance, probablement peu de pédagogie. Alors aujourd'hui, l'Europe doit avancer. Est-ce qu'elle doit avancer sans les peuples? Non. Et Nicolas Sarkozy a pris l'initiative de faire de l'intergouvernemental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les dirigeants
de nos pays qui décide. Et ce n'est pas une commission et ce n'est pas un expert. Et puis la deuxième réflexion qu'on doit avoir, c'est se dire, mais est-ce qu'il faut faire un référendum? Il y a une élection présidentielle. Et on l'a dit très clairement, les candidats vont dire très clairement, il y en a qui vont dire on ferme les frontières, on revient au franc, et puis il y en a d'autres qui diront on va vers plus d'intégration, on va vers plus et mieux d'Europe pour que la souveraineté de la France soit sauvegardée. Et puis, effectivement, on peut se poser la dernière question, et le Parlement. Je vois des parlementaires européens devant moi. Eh bien oui, il faut, sur cette Europe qui va gérer la zone euro, il faut un Parlement de la zone euro, et que les parlementaires européens, avec les parlementaires nationaux, puissent décider de ce pilotage de la zone euro. Ça aussi, c'est un ancrage populaire. Et pour ne pas avoir une Europe populiste, eh bien, il faut avoir une Europe populaire, c'est-à-dire une Europe démocratique. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Stéphane Tiki, peut-être un jour ministre aussi. Je vous laisse la parole, allez-y, je vous en prie, pour une autre question. La défense, aujourd'hui, occupe un budget conséquent. Oui. Alors que nous sommes en période de crise et qu'on parle de se serrer la ceinture, est-ce que justement, on ne pourrait pas réduire le budget de la défense et le déplacer vers un poste plus nécessaire? Ah, une question qu'on entend souvent. Gérard Longuet, c'est une question qu'on vous pose très souvent. Monsieur le Ministre, bonsoir. Oui, bonsoir. Tout dépend de l'idée qu'on a de notre pays. Oui. Pour nous, la France n'est pas un pays banal. C'est naturellement une histoire, c'est une réalité d'aujourd'hui, mais c'est surtout un projet culturel, un projet intellectuel, un projet politique dans le monde. Nous voulons contribuer à créer, c'est sans doute une ambition, mais c'est ce qui justifie, ce qui cimente notre population. Nous voulons contribuer à créer un état de droit international. Il y a pour ça les Nations Unies, et Alain Juppé a fait un travail formidable lorsqu'il a fallu faire adopter la résolution 1973 du Conseil de sécurité. Nous sommes à ce Conseil de sécurité. Il y a 5 membres permanents. Nous avons le devoir de pouvoir prolonger dans l'action ce que nous demandons par la parole. Et nous avons obtenu en 2005, au-delà de l'intervention des Nations Unies pour la paix entre les nations, la possibilité pour ce directoire mondial d'intervenir pour protéger les populations, et c'est sur cette base que nous sommes intervenus. Encore faut-il avoir les moyens de le faire. Je le dis très clairement, dans le monde d'aujourd'hui, il y a les États-Unis loin devant, et après, pour intervenir dans le monde, il y a la Grande-Bretagne et la France au même niveau. Cela demande un effort continu, pas simplement sur les problèmes d'équipement militaire, on pourra en parler longuement, mais surtout parce que le service des armes de la France est une carrière. Et donc, c'est des femmes et des hommes qu'il faut respecter et qu'il faut accompagner dans la continuité. J'ajoute enfin que c'est un formidable lien social, pas simplement industriel, c'est la fierté de partager une histoire de plus de 10 siècles et qui a bien l'intention de se prolonger. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je voudrais interpeller sur cette question Hervé Mariton. Bonsoir, on va vous passer le micro tout de suite si vous voulez bien. Hervé Mariton, on parle souvent de l'industrie de la défense, en fait un secteur d'excellence en France. Est-ce que ce secteur est un gage d'indépendance pour notre pays et surtout, est-ce qu'on peut garantir l'avenir de ce secteur industriel de la défense ? L'avenir est aux coopérations, aux projets et même aux entreprises européennes. En même temps, quand on réfléchit aujourd'hui à côté de toutes les difficultés économiques de notre pays, un de nos pôles d'excellence, un des domaines où nous sommes compétitifs, c'est bien celui de l'industrie de la défense. Malheureusement, Arnaud l'a évoqué tout à l'heure, on est là sur un des points qui à la fois ne passionne pas beaucoup les socialistes et où même plus gravement, ils sont prêts à rompre des consensus qui existaient plutôt dans notre pays. C'était vrai sur le nucléaire, c'est vrai aussi dans le domaine de la défense. On était prêt, Gérard l'a rappelé, à y consacrer des moyens parce que le budget de la défense ne doit pas être la variable d'ajustement de nos problèmes budgétaires et cela aurait des conséquences industrielles graves, des conséquences sur l'emploi aussi. Et donc il faut continuer de faire la course en tête. Mais pour faire la course en tête, il est important de constater que la défense s'est étendue aujourd'hui. Le livre blanc qui a été adopté en 2008 et qui est en voie d'actualisation parle bien de défense et de sécurité. Donc une de nos propositions, c'est de fonder une stratégie qui soit à la fois celle des industries de défense, mais plus largement aussi de sécurité et globalement
des industries de souveraineté. C'est un premier point. La France a là un point d'excellence. Ce point d'excellence doit passer le cap d'une évolution de la défense qui englobe la sécurité, et il faut que nous soyons forts dans ce domaine, dans un esprit de coopération. La deuxième proposition, c'est de constater que nous avons en France de grandes entreprises, parfois françaises, souvent européennes, qui se portent bien. Nous avons aussi, et c'est important sur l'ensemble de nos territoires, un tissu de PME qui est bien ancré dans ce domaine-là. Ces PME sont soumises aussi à la concurrence, et ces PME doivent être renforcées. L'idée est très simple, très précise, c'est de créer un fonds d'investissement qui puisse aider les PME dans le domaine des industries de souveraineté, défense-sécurité. Et comme on sait que la contrainte budgétaire est là et que notre projet respecte cette contrainte budgétaire, eh bien, proposer que ce fonds d'investissement pour les PME dans les industries de souveraineté soit financé par la respiration des participations que l'État a dans les grandes entreprises de ce secteur. On peut le faire sans rien entamer au contrôle que l'État a par la politique d'exportation, par la politique de recherche, par exemple. Merci. Voilà un des pôles d'excellence de notre pays. C'est un pôle d'excellence dont on peut être fier et il faut le développer. Merci Hervé Mariton. Merci, on l'aura compris, la défense est un élément majeur de souveraineté d'un pays. Or, les socialistes auraient l'intention de faire des coupes sombres dans le budget de la défense, monsieur le ministre. Non mais Valérie, c'est pire que ça. Ils n'ont pas compris que la force de notre pays dans l'ordre international, c'est d'avoir l'autorité de ceux qui peuvent faire sur le terrain. Pourquoi? Parce que nous avons, et là vraiment, sachez-le, une chaîne de commandement qui est d'une clarté absolue. Lorsque le président de la République constate qu'à 2h30 d'avion de Nice, nous allons avoir Srebrenica en 2011, 15 ans après les événements, la décision est prise clairement. La politique, elle est vendue par le ministre d'État au niveau international, et il y a une adhésion internationale, et il y a une réalité sur le terrain. Et cette réalité, elle n'est pas négociable par une conception alternative, hésitante et incertaine, et de la décision politique et des moyens mis sur le terrain. Ce sont très clairement des gens qui jouent, enfin qui méconnaissent l'autorité de la France, qui veulent en permanence que l'État s'occupe de tout et qui ne sont pas capables de confier à l'État ce qui est sa raison principale, unir la nation pour affirmer son autorité à l'extérieur. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, une dernière question, Clémence Barré, que vous souhaitiez poser ce soir à toutes les personnalités. Oui, on a beaucoup parlé des Français, de l'Europe. Oui. Je voudrais élargir un petit peu. On sait qu'il existe 1,5 million de Français à l'étranger. Oui. Pour avoir vécu cette expérience, je sais qu'on se sent parfois un peu isolé de l'actualité politique. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider ces Français de l'étranger? Thierry Mariani, ministre en charge des Transports, qui va vous répondre. Monsieur le ministre. C'est vrai qu'il y a 1,5 million de Français inscrits dans nos consulats, mais en réalité, ils sont près de 2,5 millions. 2 500 000 Français qui vivent dans la mondialisation. Alors en réalité, ces Français de l'étranger, qui sont-ils? Bien, ce sont des diplomates, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des jeunes en VIE, ce sont des Français qui ont choisi tout simplement de vivre en famille à l'étranger. C'est surtout pas ce que veut nous faire croire le Parti socialiste, à savoir une caricature des exilés fiscaux. Bien sûr que ça existe, mais c'est une infime minorité. Que propose le Parti socialiste et qu'a fait le Parti socialiste jusqu'à présent pour les Français de l'étranger? Rien. La caricature, les montrer du doigt, dire « regardez, ce sont des exilés fiscaux », proposer au contraire un impôt de plus, puisque je vous rappelle que quand on est Français de l'étranger, on paye des impôts dans le pays où on gagne son salaire. Et en réalité, c'est opposé à tout. Nous avons mis la gratuité grâce à Nicolas Sarkozy dans les lycées, les socialistes y ont été opposés. Nous avons fait en sorte que les Français de l'étranger soient représentés désormais à équité à l'Assemblée nationale avec des députés, ce qu'ils attendaient depuis 50 ans. Les socialistes y sont opposés. Qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que nous avons fait? Oui, nous avons fait la gratuité dans les lycées, parce que savez-vous que la France est le pays qui a le plus grand réseau d'enseignement de sa langue à l'étranger, grâce à des enseignants dévoués, grâce à un effort politique que nous avons continué et amplifié. Oui, d'autre part, nous avons fait en sorte aussi que les Français de l'étranger continuent à être considérés. Alors, qu'est-ce que nous proposons pour l'avenir? Eh bien, tout simplement de continuer de faire de ces 2 500 000 Français de l'étranger 2 500 000 atouts dans la mondialisation
pour nos entreprises, pour notre économie, pour nos langues, pour notre langue, et de faire en sorte que ces Français de l'étranger, notamment par exemple dans les lycées, ils puissent avoir accès plus facilement. Parce que quand on est expatrié pour Airbus ou Alstom, on a envie que ces gosses ils continuent à apprendre le français ou à apprendre et à être dans l'enseignement français quand on retournera en France. Bref, on vous propose de continuer ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire, contrairement au Parti socialiste qui veut en faire des Français entièrement à part, nous on veut en faire des Français à part entière. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, cette convention touche à sa fin. Juste avant de laisser le mot de conclusion à notre ministre Alain Juppé, Jean-François Copé, peut-être quelques mots de conclusion. Qu'est-ce qu'on retient de tout cela? Très rapidement, simplement pour dire que nous avons, à travers cette convention, cette troisième convention de synthèse, maintenant les fondamentaux d'un projet politique extrêmement solide, puissant et qui, je crois, est de nature à répondre aux grandes interrogations des Françaises et des Français. Sur cette troisième convention dédiée à la place de la France en Europe et dans le monde, vous avez vu que nous avons non seulement des réponses fortes par rapport aux inquiétudes que peuvent exprimer beaucoup de nos concitoyens sur les dangers de la mondialisation, sur la crise européenne, sur ce que c'est que le lien franco-allemand, et je crois que le discours d'Ursula tout à l'heure était éloquent et la synthèse qu'en a fait Bruno était tout à fait cohérente avec ce que nous souhaitons. Mais au-delà de ça, il y a des réponses très concrètes. Et le deuxième élément que je voudrais dire, c'est que je crois qu'il est très important maintenant que dans les projets politiques, le lien entre les questions nationales et les questions européennes et internationales soit absolument permanent. Il n'y a pas grand 1 ce qu'on doit faire pour le pays et grand 2, au fait, le reste du monde, qu'est-ce qu'on devait dire déjà? Tout ça, c'est terminé. Il n'est plus possible d'avoir un projet politique qui sépare les différents sujets. D'ailleurs, vous l'avez vu, aujourd'hui, nous n'avons finalement beaucoup parlé aussi de questions liées à l'intérieur de notre pays, c'est-à-dire comment préparer notre pays aux grands enjeux du monde. Ce n'est pas un hasard si le fil directeur, c'est toujours le même, c'est préparer et protéger l'avenir des enfants de France. Vous trouvez là la philosophie même du projet politique que nous proposons pour le prochain quinquennat. Enfin, dernière remarque, celle-là qui est une remarque de méthode. Bien entendu, ce sont des dizaines et des dizaines de propositions à la clé. Ce sont des heures et des heures de travail et d'élaboration que nous devons à Bruno et à toute l'équipe qui nous entoure. Et je voudrais naturellement remercier celles et ceux de nos amis qui aujourd'hui ont bien voulu y participer, avec une mention spéciale pour les ministres, parce que je sais qu'ils vont et viennent par rapport à leurs différentes activités, et puis bien sûr à mes amis parlementaires et secrétaires nationaux. Je voudrais dire que nous avons néanmoins maintenant la mission signalée d'aller porter la bonne parole autour de nous. Et nous allons le faire de manière organisée, puisque les militants seront invités à voter sur ce projet au mois de janvier, et nous acterons ça dans le Conseil national de la fin du mois de janvier. Nous sommes donc dans la dernière phase d'un processus de longue haleine, mais qui nous a amené à installer l'UMP comme un parti de majorité présidentielle, mais en même temps un parti qui porte des idées fortes pour l'avenir. Et je crois que c'est à vous tous qu'on le doit, et je voudrais dire qu'en ayant fait le choix avec Bruno de proposer à des militantes et des militants de l'UMP de venir questionner nos invités, nous avons voulu aussi rendre hommage à celles et ceux qui, au quotidien, à nos côtés, et je le dis en tant que secrétaire général avec beaucoup de fierté, de joie, de voir combien vous avez les uns et les autres profondément joué le jeu à travers votre engagement et montrer que militer, c'est pas simplement adhérer, c'est pas simplement être proche de nos idées. Militer, c'est être vraiment un acteur majeur. Et pour ça, je voulais vraiment vous dire ma reconnaissance. Merci Jean-François Copé. Merci beaucoup à Valérie Rousseau-Debord aussi pour l'animation de toutes ces conventions. Nous accueillons s'il vous plaît Alain Juppé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le ministre, bonsoir. Chers amis, je voudrais commencer par féliciter Jean-François Copé et ses équipes pour l'excellente organisation de nos conventions et de celle-ci tout particulièrement. C'était vivant, c'était plein d'idées, plein de propositions et je voudrais étendre ces félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont participé au débat, aux deux meneurs de jeu, Nicolas Rossignol et Valérie Rousseau-Debord. Je voudrais aussi me réjouir d'avoir entendu comme vous ce magnifique discours d'Ursula von der Leyen qui nous a bien montré que de part et d'autre du Rhin, si je puis dire, en France et en Allemagne, cette volonté de travailler en commun est aujourd'hui aussi forte et aussi enthousiaste, je crois qu'on peut dire le mot, qu'elle ne l'a jamais été. J'ai bien aimé le titre qui a été retenu pour cette convention, cette troisième convention nationale, «
protéger et préparer l'avenir des enfants de France. Je crois que notre premier devoir, qui est à la fois de nature politique et de nature morale vis-à-vis de nos enfants, c'est tout simplement de leur dire la vérité. De leur dire la vérité sur le monde dans lequel ils vont vivre. Et pour faire simple et court, je dirais ce soir que ce monde n'est plus celui que j'ai pu connaître dans ma jeunesse ou que les hommes et les femmes de ma génération ont pu connaître. C'est un monde profondément nouveau. Et c'est mon premier message. Je dis cela sans nostalgie. Je ne crois pas au mythe de l'âge d'or, à tous ceux qui vous disent c'était mieux avant, ça sera pire après. Je crois au contraire que ce nouveau monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il peut être absolument formidable, à condition que nous sachions maîtriser ces évolutions et l'humaniser. Ce nouveau monde, il est d'abord global. Et je ne sais pas si Ursula von der Leyen a été attentive à cela, il faut quand même être français pour inventer ce concept extraordinaire qui est la démondialisation. Je n'ai jamais entendu parler de ça ailleurs. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir si on est pour ou si on est contre. La mondialisation, c'est un fait. Et c'est vieux comme le monde. Quand j'enseignais cela à mes étudiants en Amérique du Nord, je leur disais qu'elle avait commencé, la mondialisation, quand l'espèce humaine a quitté le rift africain pour peupler la planète. Et il y a eu des vagues successives de mondialisation dans notre histoire. La dernière, celle qui nous conduit là où nous en sommes aujourd'hui, elle est puissante, elle est originale. Et originale notamment parce qu'elle abolit, contrairement à toutes les autres, à la fois l'espace et le temps. Paul Valéry disait dans les années 30, le temps du monde fini commence, il est là, le monde est fini. Et nous vivons aussi, abolition du temps, dans l'instant, dans l'instantanéité. Les réseaux sociaux, Internet, je ne développe pas, vous savez tout cela mieux que moi. Donc cette mondialisation, c'est un fait, et je crois que ça peut être une chance, elle sera ce que nous en ferons. De grâce, n'écoutez pas ceux qui vous adjurent de vous replier sur vous-même. Si nous savons donner à la mondialisation des règles, de la mesure, de la justice, elle peut nous apporter l'ouverture au monde, la connaissance d'autrui, la richesse de l'échange, des marchés aussi, cela a été évoqué tout à l'heure, dans le respect de nos propres racines, parce que c'est cela qui me frappe souvent, c'est qu'au fur et à mesure que le monde se globalise, nous cherchons aussi à savoir d'où nous sommes, d'où nous venons, quelles sont nos racines précisément, et bien sûr, il faut les conserver. Ce nouveau monde, il est global, il est aussi multipolaire. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les choses étaient assez simples pour comprendre le monde. Il y avait, pour simplifier, deux blocs, plus un tiers-monde, mais deux blocs essentiellement, le monde soviétique et puis ce qu'on appelait l'Occident, qui regroupait à la fois l'Europe, les États-Unis et le Japon, placé à l'Occident pour la circonstance. Puis peu à peu, l'Occident l'a emporté. Et le monde soviétique s'est effondré. C'est fini. Aujourd'hui, le monde est multipolaire, ce qui veut dire que nous ne sommes plus, nous, Européens, ou nous, Occidentaux, comme nous l'avons cru pendant 2 siècles, nous ne sommes plus le centre du monde. Il y en a d'autres. Il y a des pays émergents qui sont apparus sur la planète et qui sont puissants et qui vont le devenir de plus en plus. On appelle ça les BRICS, le Brésil, l'Inde, la Chine, on y rajoute aussi la Russie, peut-être à tort. Ce qui me frappe beaucoup dans la manifestation de cette émergence, c'est par exemple ce qu'on a vu dans l'évolution de la gouvernance mondiale. Il y a quelques années, on parlait du G7. Dans le G7, il y avait 4 pays européens. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie. Aujourd'hui, on est dans le G20. Il y a toujours 4 pays européens. Avant, on pesait 4 sur 7, on pèse 4 sur 20. Je crois que c'est assez illustratif de ce qui nous arrive et de ce sentiment de déclin relatif qui est particulièrement fort dans la vieille Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Enfin, ce nouveau monde, il est aussi en permanence nouveau. Il se renouvelle en permanence, tout simplement parce qu'il est instable. J'ai dit qu'il était multipolaire, mais avec l'émergence de ces nouveaux pays, on ne peut pas dire que la gouvernance mondiale, ce qu'on appelle parfois le multilatéralisme, se soit améliorée pour autant. On voit bien aujourd'hui le jeu des puissances, les égoïsmes nationaux, les nationalismes qui revivent et qui parfois l'emportent sur la gouvernance mondiale. Et c'est pour ça que ce monde instable est aussi un peu dangereux, imprévisible.
parfois incompréhensibles. Je voudrais en prendre 2 exemples. Les printemps arabes. C'est vrai qu'on n'a rien compris. C'est vrai qu'on a été surpris par ce tsunami qui n'a pas fini encore de se déployer tout autour de la Méditerranée. Et on n'a rien compris parce qu'on a cru pendant des années et des années les régimes autoritaires qui nous disaient « faites-nous confiance, on assure la stabilité de nos pays et en particulier on vous évitera les extrémismes de tout genre ». On l'a cru. Et on n'a pas vu que derrière tout ça, il y avait une aspiration irrépressible des peuples à la liberté et à la démocratie. Et un jour, ça nous a pété à la figure. Et on a bien été obligés d'en prendre acte, puisqu'on ne pouvait pas condamner des mouvements qui s'inspiraient de nos propres valeurs, la démocratie et la liberté. Et voilà qu'aujourd'hui, ceux-là même qui nous ont reproché d'être un peu en retard, nous accusent d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Et je crois qu'il faut en parler aujourd'hui parce que c'est un souci qui s'exprime ici ou là. Alors soyons cohérents. Nous ne pouvons pas à la fois dire que la démocratie, c'est une valeur universelle et que la démocratie, ça se manifeste par des élections. Et lorsqu'il y a des élections qui sont libres et transparentes pour l'essentiel, en refuser le résultat, comme en Tunisie, comme au Maroc, comme en Égypte, comme demain en Libye, je l'espère. Et pour ma part, je ne peux pas accepter l'a priori selon lequel tout parti qui se réfère à l'islam, je préfère dire des partis islamiques que des partis islamistes, serait infréquentable. Il faut tenter le dialogue, avec des lignes rouges, en rappelant quelles sont nos lignes rouges. Et nous sommes en droit de les rappeler, parce que nous avons nos valeurs, nous aussi. Et ces lignes rouges, vous les connaissez, c'est l'alternance démocratique. Quand on prend le pouvoir, il faut accepter l'idée qu'on peut le perdre, parce qu'il ne vient pas de Dieu, qui vient du peuple, c'est les droits de l'homme, les droits de la femme, bien entendu, c'est le respect des minorités religieuses. Et si je dis cela, c'est parce que nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, préoccupés par ce qui se passe en Égypte, où on voit d'un côté les frères musulmans, mais aussi un parti salafiste, conquérir la majorité absolue des suffrages. C'est une question qui mérite attention. Nous serons vigilants dans le respect de nos valeurs. Deuxième crise que je voulais évoquer dans ce monde instable, c'est bien sûr la crise de l'euro, au cœur de laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce n'est d'ailleurs pas une crise de l'euro, parce que l'euro se porte plutôt bien. C'est une crise du surendettement. Et dans son discours de Toulon, la semaine dernière, je crois, le président de la République a bien analysé le processus qui nous a conduits là où nous en sommes, c'est-à-dire au point de rupture. Car c'est tout simple. Un État, c'est comme un ménage. Quand on est surendetté, il y a un moment où on ne vous prête plus. Et quand on ne vous prête plus, c'est la catastrophe. Eh bien, nous en sommes là aujourd'hui, d'où l'absolue nécessité de réduire nos déficits, parce que ce sont nos déficits qui sont la source de notre surendettement. C'est un impératif catégorique auquel personne n'échappera. Je dis bien personne. J'étais hier à Bonn, au sommet sur l'Afghanistan, et pas trop loin de là, M. Hollande était à Berlin, à la rencontre de ses camarades socialistes du SPD. Ah, il a fait un grand discours, un petit discours. Il a juré ses grands dieux que s'il était élu, il s'y voit déjà, vous le savez, en 2013, la France serait à 3% de déficit et à 0 en 2017. Et puis il est revenu à Paris. Et là, il a retrouvé son projet politique. 300 000 emplois aidés, 60 000 professeurs supplémentaires, un contrat intergénérationnel dont ses propres amis disent qu'il coûte plusieurs milliards d'euros, et la retraite à 60 ans. Il n'y a aucun autre parti aujourd'hui en campagne électorale en Europe qui promette d'abaisser l'âge de la retraite. Tous annoncent qu'ils vont l'augmenter. Ah, chez nous, on est géniaux en France. On va abaisser. Voilà, je dis ça, tout ça, parce qu'il y a un moment, on ne peut pas raconter n'importe quoi. On ne peut pas dire à Berlin qu'on va respecter les 3% et à Paris qu'on va abaisser la retraite à 60 ans. C'est notre exigence de vérité, l'exigence de dire le monde tel qu'il est, qui nous fait notre premier devoir. Je voudrais ajouter tout de suite que vérité ne rime pas forcément avec morosité. Et ça sera mon deuxième message. C'est dur, on est au plus profond de la crise, mais oui, nous pouvons nous en sortir et oui, nous allons nous en sortir. Nous allons nous en sortir parce que la France a d'abord en elle-même les moyens de s'en sortir. Nous avons des handicaps, on les connaît. Il suffit de brancher la radio le matin pour avoir la liste des catastrophes et de ce qui ne va pas en France.
des déficits excessifs, je viens de le dire, une perte de compétitivité réelle, Pierre Lelouch l'a évoqué tout à l'heure, une insuffisante capacité à créer des emplois, parce que notre tissu de PME, c'est vrai, est trop fragile, et Hervé Novelli l'a dit aussi excellemment, mais nos atouts sont immenses. D'abord, nous avons une bonne démographie, Ursula l'a dit tout à l'heure. Si on prolonge les courbes dans 10 ou 15 ans ou 20 ans, il y aura plus de Français que d'Allemands. Chaque année, l'Allemagne perd de la population active, alors que nous, on en gagne. D'ailleurs, les amis allemands que je voyais hier à Bonn me suggéraient une idée que je mets sur la table de Bruno Le Maire, de Jean-François Copé. Pourquoi est-ce qu'on n'étudierait pas une sorte de mutualisation du marché de l'emploi entre les jeunes Allemands et les jeunes Français? Il y aurait sans doute là des possibilités qui seraient positives pour les uns et pour les autres. Nous avons aussi une capacité d'innovation et un esprit d'entreprise intact. Je le dis parce que je le constate partout où je passe. Et nous faisons des choses formidables dans ce domaine. Les investissements d'avenir, ça injecte à l'heure actuelle plusieurs dizaines de milliards dans la recherche, dans l'innovation, dans les universités, dans l'enseignement supérieur, dans les technologies de pointe, dans les universités. Il y en a de très bonnes. À Bordeaux, par exemple. Bah oui, c'est vrai, quoi. Il faut que je le dise. Hein. Il y a eu pour l'instant 3 universités d'excellence qui ont été labellisées par des jurys internationaux. Pas par mes copains du ministère de l'Enseignement supérieur, pas des jurys internationaux. Et il y a quoi? Il y a Paris, Sciences et Lettres, excusez du peu, École normale supérieure, Collège de France, Dauphine, etc. Il y a Strasbourg et il y a Bordeaux. Donc on a de bonnes universités. On fait, avec le crédit impôt recherche, quelque chose de formidable et qui marche très bien, y compris pour les PME. On a des pôles de compétitivité qui associent les entreprises, les collectivités, l'État et les universités. Et puis enfin, peut-être pas tout à fait enfin, autre atout, la qualité de nos ressources humaines, la qualité de notre jeunesse. Samedi, c'était encore à Bordeaux, j'ai rencontré successivement les lauréats des classes préparatoires qui venaient de rentrer dans les grandes écoles. Puis ensuite, j'ai assisté à la remise des diplômes de l'école de commerce, de la Chambre de commerce de Bordeaux, Bordeaux Management. Ils sont formidables, ces jeunes. Ils sourient. Ils ne sont pas comme les gens qu'on voit à la radio, à la télévision. Hein. Ils font la gueule. Non, là, ils sourient, ils sont enthousiastes. Ils croient dans l'avenir, ils ont envie d'entreprendre et de travailler. Et puis enfin, parmi nos atouts, nous avons un modèle social qui nous coûte cher, qui ne nous met pas à l'abri, et je sais bien de quoi je parle, de l'aggravation de la précarité et de la misère, mais qui quand même est quasiment le meilleur du monde, avec peut-être quelques pays scandinaves. Voyagez un peu, allez dans le monde, et vous verrez ensuite, quand on revient en France, on se dit, on vit quand même dans un pays formidable, même si aujourd'hui il est dans la difficulté. Je crois donc que si nous remettons de l'ordre dans nos finances, si nous poursuivons les réformes nécessaires pour améliorer nos grands services publics, notamment l'éducation, si nous redonnons de l'oxygène à nos PME, eh bien nous allons nous en sortir. Mais, et ce sera mon dernier point, nous ne nous en sortirons pas alors. Et si nous voulons nous en sortir et plus vite, il faut évidemment jouer collectif en Europe avec nos partenaires européens et en particulier avec l'Allemagne. Tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, il y avait un débat sur le Conseil européen qui va se tenir jeudi et vendredi. M. Ayrault a fait un curieux discours. Il a pensé certainement que la véhémence pouvait remplacer l'imagination ou le bon sens. C'était très, très véhément. Et il a dit à un moment donné, il va falloir que l'Europe soit le thème central de la campagne électorale de l'année prochaine, ou un des thèmes centraux. Je lui ai dit chiche, parce que ce qui m'avait frappé dans son discours, c'était l'absence totale d'idées nouvelles. Nous, on en a des idées nouvelles. Et on va les défendre dans cette campagne, parce que je crois que ce sera un marqueur essentiel. On nous a dit longtemps, j'ai entendu ça moi, pendant des années, l'Europe c'est la paix. Puis on a fini par nous dire, oui, c'est une vieille rengaine. Bien sûr que c'est la paix, mais enfin c'est fini tout ça. Hein? Aujourd'hui, il faut regarder l'avenir. Nous nous sommes dit que c'était acquis pour toujours et que l'argument était dépassé. Eh bien non. Vous êtes attentifs à ce qu'on entend aujourd'hui? C'est hallucinant. Hallucinant. Bismarck, Munich, Merzel-Kébir, la droite prussienne, le nationalisme allemand. Je dis stop. On n'a pas le droit, pour des raisons de politique partisane, de prendre un tel risque et de ressusciter ces vieux démons que nous avons expurgés de nos esprits et de nos cœurs. L'Europe, c'est la paix, et ça doit continuer à être la paix. Elle est fondée, cette paix, sur l'entente franco-allemande, dont on nous a si bien parlé tout à l'heure, choix de cœur et de raison tout à la fois. Mais l'Europe doit redevenir aussi la stabilité. Il faut refaire de l'Europe ce qu'elle n'est plus tout à fait aujourd'hui, c'est-à-dire un espace de stabilité.
Et pour cela, il faut bien entendu que nous sortions de la crise actuelle du surendettement. Il y a eu hier un accord important. Je n'aime pas beaucoup le mot historique parce qu'il est galvaudé, mais c'est un accord très important, un accord fondamental. Et alors, le petit jeu, c'est de dire qui a gagné. Est-ce que c'est Mme Merkel ou est-ce que c'est M. Sarkozy? C'est absurde. Il y a dans cet accord des idées françaises, il y a des idées allemandes, et puis on a fini par se mettre d'accord sur une solution tout à fait équilibrée, un mécanisme plus rigoureux de discipline budgétaire pour faire en sorte que les critères de Maastricht soient réellement respectés. C'est vrai que c'est plutôt une idée allemande. Le respect absolu de l'indépendance de la Banque centrale, c'est vrai que c'est plutôt une idée allemande. Mais le gouvernement économique, c'est une idée française. Et aujourd'hui, l'Allemagne en est tellement convaincue que la chancelière demande une réunion par mois du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro pendant la crise. Et puis le vote à la majorité qualifiée dans le mécanisme de soutien financier qui va constituer le futur Fonds monétaire international européen, c'est aussi une idée française. Vous voyez qu'il y a des idées qui viennent des deux côtés, et essayer ce petit jeu de savoir qui a perdu et qui a gagné est absolument minable, je le dis, parce que c'est dans la convergence et dans l'union que nous trouverons les bonnes solutions. Nous allons donc, j'en suis sûr, si le Conseil européen de jeudi et de vendredi valide ces propositions, avancer dans la résolution de la crise. Ce sera encore difficile, il ne faut pas se faire d'illusions, mais nous avancerons dans la bonne direction. Et au-delà, il nous faut bien sûr réfléchir dès aujourd'hui. Le président de la République a commencé à marquer des jalons dans son discours de Toulon à la vision d'une nouvelle architecture européenne qui est également évoquée dans les travaux du mouvement. On voit bien que la zone euro ne peut bien fonctionner que si elle est plus intégrée. On ne peut pas avoir une monnaie unique si on n'a pas des politiques économiques convergentes, si on n'a pas des politiques budgétaires convergentes, si on n'a pas des politiques fiscales convergentes. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Nous avions annoncé il y a quelques mois déjà que la France et l'Allemagne allaient travailler, ça a été dit tout à l'heure, à la mise sur pied d'un impôt sur les sociétés qui sera le même en France et en Allemagne. Je crois que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Il faut que cette Europe plus intégrée, elle ait aussi, pas simplement de nouveaux mécanismes de gouvernance, mais de nouvelles politiques. Et ça, c'est très important, le contenu des politiques. Je ne vais pas revenir longuement sur ce qui a été très bien dit pendant ce débat. Il faut que, vis-à-vis de l'extérieur, nous changions un peu notre regard. Il ne s'agit pas de mettre des barrières douanières. Nous en paierions le prix catastrophique immédiatement. Mais il s'agit de renoncer à la naïveté et de faire des choses que les autres ne font pas. C'est le principe de réciprocité. Il faut notamment que nous obtenions qu'un certain nombre de règles sociales, ça a été dit au G20, le socle social fondamental, ou un certain nombre de règles environnementales soient les mêmes pour tout le monde au fur et à mesure que les pays émergents se développent. Il faut aussi qu'à l'intérieur de l'Europe, nous arrivions à constituer des champions industriels européens et que la doctrine de la concurrence de Bruxelles ne casse pas systématiquement toutes les filières industrielles qui peuvent se défendre dans la concurrence. Deuxième politique. Troisième politique aussi qu'il faut développer, et Gérard Longuet en parlerait mieux que moi, c'est la politique de sécurité et de défense commune en Europe. Il y a là aussi, si nous voulons que l'Europe existe et les moyens de tenir son rang, des progrès à faire. Et puis, autour de cette zone euro plus intégrée, il va se falloir, vraisemblablement, pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas entrer dans cette intégration, imaginer un espace plus souple de solidarité européenne. Je ne sais pas, tout à l'heure, je disais qu'il fallait vivre avec son temps et ne pas se tourner vers le XXe siècle. Enfin, je ne sais pas si finalement on ne devrait pas ressortir la belle idée du général de Gaulle d'une confédération de l'Atlantique à l'Oural. C'est un peu vers ça que l'on va, d'une certaine manière, dans cette zone plus large de solidarité européenne. Voilà un certain nombre d'idées que je voulais évoquer ce soir pour conclure. Tout ceci a été dit déjà très bien et je voulais simplement le remettre rapidement en perspective. Je suis, mes chers amis, pour conclure, disais-je, résolument confiant dans l'avenir de la France, de ce que nos enfants vont en faire, si nous ne laissons pas sur leurs épaules le fardeau écrasant de la dette. Mais je suis aussi confiant sur des perspectives à plus court terme, au mois d'avril, au mois de mai. Il y a 3 mois, il faut bien le dire, le doute rongeait les cœurs. Aujourd'hui, l'espoir est revenu. Et nous voyons bien quels sont nos atouts. D'abord, la faiblesse du candidat socialiste, qui est empêtré dans des alliances improbables, entouré de la vigilante jalousie de ses camarades.
hésitant à fixer le cap d'un projet pour la France, qu'il s'agisse de la politique énergétique, vous vous souvenez, des centrales nucléaires, de la refondation de l'Europe, de la place de la France à l'ONU, et en particulier au Conseil de sécurité, ça flotte beaucoup, et c'est un peu inquiétant pour quelqu'un qui veut exercer la magistrature suprême. Et puis en miroir, nous avons la force de notre champion, qui a mené à bien de profondes réformes depuis bientôt 5 ans, qui, dans les turbulences de la crise, a la bonne intuition, fixe le bon cap, tient bien la barre, et qui, je peux en porter témoignage, fait entendre haut et fort la voix de la France en Europe, au G8, au G20, aux Nations Unies, dans le monde. Alors mes chers amis, aujourd'hui l'essentiel est en jeu pour protéger et préparer l'avenir des enfants de France. Il nous faut nous engager de toutes nos forces aux côtés de Nicolas Sarkozy, faire gagner nos idées pour faire gagner la France.